Bonjour à tous. Nous avions très peur d'être en retard car nous avons un agenda très serré, mais nous sommes pile dans les temps et nous avons même gagné une minute, donc on en est ravis. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille, que nous vous accueillons pour cette première plénière des rencontres de Santé publique France 2024. C'est une plénière qui s'intitule Expérimentation et changement de comportement. Qui va vous montrer une diversité des enjeux autour de cette problématique du changement de comportement, cette problématique étant évidemment centrale pour pouvoir améliorer la santé des populations. Et donc, c'est une thématique forte de Santé publique France que nous portons itérativement dans ces rencontres. Ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a pu faire dans les travaux antérieurs. Et je pense en particulier à la plénière qui a eu lieu l'année dernière sur les systèmes complexes. On va vous proposer cette année d'explorer les enjeux de l'expérimentation d'intervention autour de différents aspects, à la fois très génériques, mais aussi très spécifiques, avec des interventions vraiment particulières qui mettent en marche des leviers qui peuvent être de différentes natures et qui vont jusqu'à la troisième présentation où on explorera les politiques publiques, comment ces politiques publiques jouent un rôle majeur pour la modification des comportements. Il y a un fil conducteur très fort entre ces présentations qui est la science. Je voudrais qu'on s'arrête une minute là-dessus, c'est fondamental. L'enjeu majeur pour pouvoir modifier des comportements de santé, c'est d'avoir des données scientifiques qui permettent de comprendre quels sont les bons comportements, comment est-ce que ces comportements peuvent être modifiés, adaptés, et comment est-ce qu'on les évalue par des méthodes robustes. C'est absolument fondamental, c'est inscrit dans l'ADN de Santé publique France d'aller dans cette direction d'évaluation scientifique des interventions pour la modification des comportements, et c'est vraiment le message qu'on souhaite partager avec vous aujourd'hui au travers de 3 présentations complémentaires que j'attends avec impatience depuis des semaines. Donc voilà, je ne sais pas si je modérerai très bien, mais en tout cas, je serai très attentive. Et donc, on aura le plaisir d'écouter David Alpern, Marc Bardou, Sabine Vuic autour de ces travaux. Et ces travaux, ils doivent peut-être être dans le contexte particulier, et je parle du contexte des Jeux Olympiques, évidemment, être une source d'inspiration absolument fondamentale pour pouvoir aussi mettre en place des leviers pour les changements de comportement autour, évidemment, de l'activité physique, qui reste un thème fort cette année dans les rencontres. Je voudrais remercier Jennifer Davis et Pierre Arvidsson qui ont vraiment construit le contenu de ce programme avec nos intervenants aujourd'hui. Je remercie évidemment mon comodérateur Stéphane Giraud de la Direction interministérielle de la transformation publique et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Le meilleur est à venir, donc je vais m'efforcer de faire très très court sur ce qu'est potentiellement la DITP, au cas où ça vous intriguerait. C'est l'endroit du gouvernement, de l'administration, où on se penche sur la question de l'efficacité de l'action publique. Et dans ce cadre-là, on s'est dit il y a quelques années que ça méritait sans doute de s'intéresser assez finement à ces composantes de l'action publique qui sont parfois mystérieuses et surprenantes, à savoir les êtres humains. D'où cet intérêt pour les comportements, d'où cet intérêt pour les sciences comportementales, qui nous a conduit à croiser régulièrement les thématiques de santé, de sport santé, des choses qui vous sont très familières et qui vous intéressent tous, à croiser des institutions telles que Santé publique France, dont je remercie vraiment, que je remercie vraiment pour l'invitation à participer à cet événement, et surtout derrière une pratique qui nous renvoie à certaines des interventions de ce jour, une pratique qui invite, comme ça a été dit par Laetitia, à asseoir davantage l'action publique sur la preuve, sur la méthode et la connaissance scientifique. Et sur cet angle-là, sur cet aspect des choses, quand vous faites des sciences comportementales, chez nous et de par le monde, il y a un nom, il y a une institution qui vous vient assez vite en tête, c'est David Alpern, le monsieur qui va prendre la parole en premier après moi, qui incarne vraiment cette idée dans les travaux qu'il a mis en place, dans les actions qu'il a mises en place, de voir comment, de manière très très opérationnelle, mobiliser ses approches, ses connaissances scientifiques pour en faire un vrai levier opérationnel, quotidien et pratique de l'action publique. Donc je vais laisser la parole à David. Peut-être juste un petit point de forme sur le déroulé des festivités. Vous aurez la possibilité évidemment d'interagir avec nos intervenants. Il y aura notamment la possibilité de poser quelques questions après les interventions. On vous invite juste peut-être à une forme de frugalité pour garder potentiellement des questions d'intérêt général pour la fin de la séquence après l'ensemble des interventions. Voilà, David, le micro est à vous.
très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas présenter en français, mais malgré 4 ans du Duolingo, mon français est toujours nul. OK, alors, anglais. Right, in England, Donc, je vais vous dire 3 choses que nous allons faire aujourd'hui. D'abord, une petite introduction sur le changement comportemental en Royaume-Uni. On va faire une comparaison avec la France. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas peut-être le Royaume-Uni. On va parler de la science et la corrélation avec la santé publique. Et on va voir ce qui fonctionne. Parce que même si le changement comportemental ne vous importe pas, il est important de voir un petit peu l'expérience et tout ce qui est pragmatique. Donc, voici mon équipe. J'étais plutôt un universitaire assez respectable à Cambridge. J'ai travaillé pour Tony Blair et pour d'autres. Je suis retournée à Downing Street pour le gouvernement il y a 14 ans aux côtés de David Cameron, et il voulait créer cette nouvelle équipe. Il voulait créer un gouvernement, il voulait trouver de nouveaux moyens d'affecter le changement sans passer par la loi. Donc, on a décidé, pour suivre les paroles du gouvernement, d'aider les individus à prendre des choix éclairés qui soient plus bénéfiques pour eux-mêmes. Et ça a fonctionné. On a eu beaucoup de soutien sur le chemin des Américains, d'autres collègues. Voici Richard Taylor qui a gagné le prix Nobel. Et nous avons travaillé ensemble au 10 Downing Street. L'équipe et l'approche se sont développées dans le monde entier en raison du nombre de demandes que nous avons reçues d'autres gouvernements. C'est devenu en fait une société à but social. Et nous avons effectué plus d'1 millier d'interventions dans plus de 80 pays dans le monde, pas seulement sur la santé. Il y a aussi une question de taxes, aussi une question de retour au travail. En fait, n'importe quelle question, le changement climatique parmi d'autres. La vérité, c'est que dans de nombreux domaines de la politique publique, le comportement humain a un impact. La loi en soi ne changera pas forcément le comportement individuel. Alors, comment comparer la France et le Royaume-Uni? Comme vous le savez, nous avons un système de santé publique en France qui fonctionne extrêmement bien comparé à d'autres pays. La deuxième question la plus importante au Royaume-Uni, c'est la santé publique. Donc, en fait, c'est vous qui devriez me donner des leçons, ce n'est pas le contraire. Bien sûr, vous avez un système qui fonctionne très bien, vous avez plus de docteurs, mais la majorité des années perdues dans notre système de sécurité, de santé peut affecter nos vies. Nous faisons plus d'exercices. On pourrait, si vous êtes anglo-saxon, si vous êtes britannique, vous allez manger peut-être plus sainement demain, mais pas aujourd'hui. On peut dire, OK, on va arrêter de fumer, mais demain, pas aujourd'hui. On remet toujours à demain, on procrastine. Et il y a eu un groupe parlementaire il y a quelques années qui faisait une estimation brute d'une décennie de vie, 10 ans de vie, qui ont été perdus par des facteurs de style de vie. Au Royaume-Uni, par exemple, mais ça peut être similaire pour d'autres pays. Et puis, on voit qu'il y a 2 à 4 ans qui sont perdus parce que le régime alimentaire n'est pas adéquat. Certains de ces facteurs sont peut-être très familiers, d'autres beaucoup moins. Le stress, par exemple, on parle de 6 mois à 2 ans et demi de perdus. Par exemple, l'isolement, par exemple, aussi. Et puis, le fait de fumer, par exemple, 15 cigarettes par jour, vous perdez 1 à 2 ans. Ça, c'est une des causes les plus importantes, 1 à 2 ans. L'alcool, donc 6 mois à 1 an. L'inactivité physique, on n'y pense pas, mais ça peut avoir un impact aussi sur la santé mentale, mais aussi il y a la pollution atmosphérique. Ça aussi, c'est très important. Donc ça, c'est notre estimation grossière, globale.
Ça, c'est le nombre d'années que l'on peut perdre si notre style de vie n'est pas adapté et ne permet pas une vie en bonne santé. Voici une comparaison, donc. Voici l'augmentation de l'obésité au Royaume-Uni. Quand je travaillais pour Tony Blair, il y a quand même quelques années, on disait que la France suivait la même voie que nous, mais avec 20 ans de retard, mais ce n'est plus le cas maintenant. Donc, on a un gros problème d'obésité dans les pays anglo-saxons. Les Britanniques sont les Européens les plus obèses, si on peut encore nous appeler Européens. Et il semblerait que notamment la France fait encore pire, notamment par rapport au tabagisme. On est au Royaume-Uni plutôt près de 12%, mais on se débrouille plutôt bien par rapport au tabagisme comparé à vous. Dans d'autres domaines aussi, les antibiotiques, sur la prescription excessive d'antibiotiques, vous êtes un peu derrière nous. Voici un petit rappel. Bien sûr, il faut voir aussi la taille des pays. Là, vous voyez pour le tabagisme, on fume beaucoup plus dans le sud et par contre l'obésité est beaucoup plus présente dans le nord. Je ne sais pas si c'est le Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Il y a peut-être tous les Bretons, les Britanniques qui se rendent par là. On va voir. Vous me direz vous-même ce que vous en pensez. Voici le modèle que nous avons tendance à utiliser. Concernant la santé, on parle en fait d'un modèle ascendant et descendant. Et dans les pays anglo-saxons, on se concentre sur le comportement individuel. Néanmoins, il y a aussi une notion d'amont et de descendance. Par exemple, vous avez un exemple ici, par exemple pour des donuts. On devrait parler plutôt du cronut, en fait. Ça a été inventé par un chef français à New York. C'est un mélange de croissant et de beignets. Hein. Donc, ça vous montre un peu les idées et le style de vie. Vous prenez un croissant, vous en faites une friture et vous rajoutez autant de sucre que possible. Voici notre contribution à la culture française. Donc, il faut moins manger de cronuts, en fait, de mélange de ces croissants et beignets. Il faut changer notre comportement et ça, en amont, ça peut avoir un impact important. Dès que vous ne faites pas attention, vous perdez la bataille. Dès que vous regardez la télé et que la nourriture est devant vous, toute votre bonne volonté disparaît. C'est comme les cronuts, ils ont disparu, on ne sait pas où ils ont disparu, mais en fait, on sait où ils sont, c'est qu'on les a mangés. Donc, il faut changer l'environnement immédiat. Donc, par exemple, on peut interdire que ces cronuts soient vendus à côté des caisses. Il faut les mettre au fond du supermarché ou de la boulangerie, par exemple. Ça permet d'inciter moins le client à en acheter. Ça peut être assez efficace d'ailleurs, on l'a vu dans certains pays, notamment au Royaume-Uni. On a enlevé toutes les sucreries près des caisses pour empêcher que ce soit acheté de manière excessive. Et puis aussi, on peut faire en sorte de réduire le taux de sucre dans ces cronuts. On pourrait les interdire, ça aussi, ça pourrait être une mesure à prendre en bout de ligne. Donc ça fait partie des travaux que nous avons menés. Donc, voici les interventions pour essayer d'inciter les gens à s'exercer, à faire de l'activité physique de manière plus importante. On leur donne des Fitbits. Maintenant, on a bien sûr aussi un téléphone. Et on a essayé de regrouper les gens, de les mettre ensemble. Parce que si on a un feedback sur la manière dont un groupe se débrouille d'un point de vue d'activité physique, ça vous crée une émulation, ça vous donne plus envie d'exercer une activité physique. Et donc, il y a une influence sociale. Ce que les autres font incite d'autres personnes encore à suivre l'exemple. Et ça vaut aussi pour l'activité physique. Il y a différentes capacités, notamment, qui peuvent être l'objet d'études. Ici, vous voyez les groupes qui faisaient de l'activité physique auparavant, qui n'ont pas été particulièrement impactés parce que c'était déjà le cas. Et puis, il y en a d'autres qui ont été fortement influencés. La quantité d'activité physique a fortement augmenté sous l'influence des autres.
Mais les athlètes de haut niveau ne font pas ça. Voir un athlète de haut niveau n'incite pas les autres à suivre leur exemple. Ils vont dire « Oh, moi, je pourrais jamais y arriver. Je vais retourner sur mon canapé et remanger mes petits beignets. » Mais par contre, voir d'autres personnes qui vous ressemblent peut avoir un impact plus important. Après, à mi-parcours, vous pouvez changer l'environnement dans lequel vous mangez. Donc, il y a l'exemple physique de, par exemple, la nourriture que l'on place à la vente près des caisses. Il y a aussi un autre exemple, c'est que c'est quand on mange en dehors de la maison ou à la maison, où est-ce qu'on mange? Si on mange sur le canapé ou à la table du salon. Donc, il y a des simulations qui sont faites avec des indicateurs. On peut commander la nourriture et on a vu des variétés de menus pour voir si ça peut faire une différence dans la manière dont on présente les menus pour voir si les commandes sont différentes. Vous pouvez signer, vous choisissez votre restaurant, vous pouvez décider quel type de nourriture vous voulez, votre portion par exemple, aussi les quantités. Et nous savons que le choix est fortement influencé par la présentation. Par exemple, si vous avez 3 tailles de café, une grande majorité des personnes, en tout cas dans les pays anglo-saxons, vont choisir en fait la taille du milieu. On peut se demander pourquoi pas le plus petit ou le plus grand. Ben, il y en a un qui est trop petit, il y en a un qui est trop gros. Mais si on n'enlève pas la taille la plus petite et qu'on peut avoir une taille plus grande, ben, qu'est-ce qui se passe? La grande majorité des personnes vont continuer à choisir en fait la taille du milieu, même si c'est pas forcément celui du milieu est plus gros que celui qu'on prenait avant. Et c'est la raison pour laquelle ils ne choisissaient pas avant. Ils vont toujours se dire, celui d'en bas il est trop petit, celui d'après il est trop grand, prends celui du milieu. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je peux vous montrer à quel point ça affecte les tailles. Donc, ici, nous avons des variations très faibles sur les menus en ligne pour voir la différence que ça peut avoir. Et nous avons une réduction de 8% dans le choix des calories. Ce sont des choix très subtils dans le menu. Par exemple, au niveau des portions, si on prend petit, moyen ou fort, est-ce qu'on va cliquer en fait de petit à grand ou de grand à moyen? C'est ça en fait qui fait les différences. C'est en fait le menu déroulant, comment ça fonctionne. L'ordre de présentation. Là, vous avez aussi une taxe sur le sucre que nous avons mis en place. Ça, c'est la différence de sucre dans les différentes boissons qui étaient mises en place en 2014. Et ici, vous voyez un coup d'œil. Il y a le Coca-Cola qui ont 10 grammes par 100 millilitres de sucre. Et puis, il y a aussi des boissons mélangées. Et en bas, vous avez en fait du sucre artificiel. Donc, il y a eu un débat politique important là-dessus sur une taxe à ce sujet qui est très particulière dans sa conception. Et plus haute est la taxe, c'est parce qu'elle est derrière cette ligne que vous voyez ici sur le graphique et au niveau le plus bas, c'est en dessous en fait la partie secondaire de votre graphique. Pour les limonades aussi, vous voyez que les gens ne savent pas du tout que 7-Up, par exemple, contient beaucoup de sucre par rapport à Sprite. Les consommateurs n'ont aucune idée de cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle le double coup de coude, en fait. Même lorsque la politique entre en place, on a un retard de 2 ans, on voit une reformulation immédiate, en fait. Par exemple, pour la limonade, ici, vous voyez au niveau des premières années et vous voyez, en fait, la quantité de consommation. Donc, c'est un double coup de coude, comme je vous l'ai dit. On a le nombre de consommateurs qui passent d'une boisson à l'autre, dans les supermarchés aussi, qui est un marché assez serré. Ils ne veulent pas stocker des produits qui sont moins bien vendus, n'est-ce pas? Donc, les 3/4 de l'effet vient en fait de ce genre de politique. Et quel est l'effet? En 4 ans, on a vu une réduction de 40% dans le contenu du sucre et même les ventes ont augmenté de 15%. Donc, ça a un effet par d'un tiers. Ça signifie quoi? Qu'au lieu d'acheter du Coca-Cola, ils vont se dire, OK, on peut faire en sorte que ça fonctionne. Coca-Cola va avoir 50 différentes boissons avec différentes formulations d'une façon importante. Donc les effets de substitution fonctionnent pour les industries tout comme pour les personnes.
Un autre résultat clé de nos travaux, et ça a été très important, même si la science comportementale ne vous intéresse pas, eh bien il y a l'expérimentation. Pourquoi ne pas expérimenter? Pourquoi ne pas faire des tests? Bien entendu, la science est vraiment loin devant les autres sciences en termes d'expérimentation et d'évaluation. Vous avez deux courbes. Il s'agit du nombre d'essais contrôlés randomisés. La ligne bleue représente la santé. La courbe représente tous les autres domaines, l'éducation, la criminalité, la protection sociale. C'est absolument incroyable. Et voici M. Cochrane, qui d'ailleurs a donné son nom à la Cochrane Collaboration, qui a publié un livre très célèbre en 1972, et qui dit « Je sais que j'ai été un peu dur avec mes amis du domaine médical par rapport au nombre d'expérimentations, mais combien d'enseignants et de juges ont fait des expérimentations ?» Alors, nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine, et une des choses les plus importantes qu'a fait mon équipe, c'est le fait de pousser les méthodes expérimentales dans de nombreux domaines. Voici un exemple très simple. Tous nos pays ont subi l'horreur de la Covid. Quand tout a commencé en février 2020 au Royaume-Uni, l'une des premières initiatives avait été de demander aux Britanniques de laver plus souvent leurs mains. Voici la première affiche qui a été conçue et qui devait être diffusée au niveau national et encourager les Britanniques à laver leurs mains. Vous voyez ici le nom, le plan d'action contre le coronavirus. Ensuite, nous avons testé cela avec plusieurs centaines de personnes en ligne. On leur montrait pendant quelques secondes et on leur demandait ensuite quel est le principal message. Donc nous avons testé ça avec 1000 personnes. Nous avons ensuite sorti 7 versions. Pourquoi dire information publique? En fait, le principal message ici a été davantage mis en évidence. Là, c'est un peu moins d'une semaine après, c'est la fiche finale, après plusieurs milliers de tests en ligne, et on voit que les choses ont changé, et c'est simplement du bon sens. Le message principal ici ressort davantage, il est plus clair. Et même l'image qui est en fond, quelle était cette image? Si l'on regarde plus précisément, en fait, sur les premières affiches, ce sont les gens qui tiennent la barre dans le métro. Et en fait, ça détourne l'attention du message principal. Là, on a une image beaucoup plus simple, la poignée de porte. Est-ce que ça change les choses? Oui. Ça, c'est le niveau de compréhension. On passe de 85% des personnes qui se souviennent du message à 96%. Après avoir vu cette affiche pendant simplement quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment une expérimentation. Ici, une expérimentation intégrée dans les systèmes. Au fur et à mesure que la Covid se propageait, que nous avions enfin les vaccins, eh bien, il fallait envoyer des messages aux gens pour leur rappeler qu'il fallait se faire vacciner. Nous sommes posé la question de savoir quel était le meilleur message à envoyer. Donc, nous avons créé un système avec plusieurs variations. Donc, on voit ici 8 types de messages différents. Donc, par exemple, vous êtes éligible, etc. Donc, nous avons ensuite testé ces différents messages et nous avons essayé de trouver le message donc, plus efficace. Et voici les différences. C'est très britannique, vous allez adorer. En fait, dès qu'il y a marqué file d'attente, queue en anglais, vous savez, nous on adore ça en Bretagne. Alors, est-ce que c'est une énorme différence? Non, mais ça représente quasiment 0,5%, ce qui représente quand même au final beaucoup de personnes qui, en plus, qui vont venir se faire vacciner. Mais l'idée surtout ici, c'est que pourquoi on ne pourrait pas intégrer ça dans nos systèmes? Et voici une autre variation. Nous avons mené le tout premier test de l'histoire des chatbots, les robots conversationnels. On sait que ça avait déjà été fait en Amérique latine. Et donc, pendant la Covid, nous avons testé les messages statiques par rapport aux robots conversationnels, les chatbots. Un chatbot va pouvoir vous répondre et vous expliquer où vous pouvez aller vous faire vacciner. Est-ce que ça change les choses? Eh bien, regardez. Voici le nombre de personnes qui ont reçu le message, un message statique, les personnes qui ont parlé au chatbot. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont à même d'aller se faire vacciner lorsqu'elles ont été en contact avec un chatbot. Ici, ce sont des ECR. Et nous avons fait cela dans de nombreux pays. Je me disais également que j'allais revenir rapidement sur la résistance aux antimicrobiens, quelque chose sur lequel on travaille rapidement. On est au 100e anniversaire de la découverte de Fleming. Il est absolument terrifiant de se dire que peut-être que ce médicament pourrait arrêter de fonctionner assez bientôt. Alors, il se trouve que les médecins sont également des êtres humains. Donc, nous avons fait un test. Nous avons identifié les 25% de cliniciens
qui prescrivent le plus d'antibiotiques, et nous leur avons dit, vous prescrivez davantage que vos collègues. Donc là, c'était au Royaume-Uni. Et donc, l'un des principaux arguments ici, c'est qu'il y a certaines sous-populations pour lesquelles il y a une sous-prescription des antibiotiques. Là, il s'agit d'un essai en Nouvelle-Zélande. On a fait des retours aux médecins sur le niveau d'antibiotiques qu'ils prescrivent à leurs patients blancs, mais également aux patients de la population maori. Est-ce que ça fonctionne? Je vous montre les résultats. Lorsqu'on fait un retour aux médecins, notamment ceux qui sont de forts prescripteurs, eh bien, on voit qu'il y a une réduction significative de 10% dans les taux de prescription d'antibiotiques, ce dans le cadre de CR. Mais, détail important, eh bien, il n'y a pas de réduction, malgré les retours, au niveau de la prescription pour les populations maoris. Voilà. Qui aurait pu prédire cela? Les médecins sont des êtres humains également. Dernier point, une technologie avec laquelle nous sommes tous en prise, c'est la science comportementale. Donc, la science comportementale qui va être utilisée avec le machine learning, l'apprentissage automatique. Voici un tout premier exemple de 2016. Donc, ça fait déjà un certain temps qu'on utilise cela. Eh bien, ici, nous avons une inspection importante qui essaie d'identifier quels sont les médecins qui sont bons et ceux qui sont moins bons. Et donc, depuis des années, l'inspection avait déterminé que 4% des généralistes ou des médecins n'étaient pas très bons. Alors, vous connaissez peut-être Carol Chipman, la personne qui a tué le plus de personnes en Britannique, plus de 100 personnes, c'était un médecin. Mais alors, heureusement, ce n'est pas le cas de la plupart des médecins. Donc, essayez de regarder cette ligne pointillée. Eh bien, si on a un échantillon de 20%, eh bien, on va trouver les 20% de médecins qui sont incompétents. Et cette ligne noire montre ce sur quoi nous avons concentré nos efforts. Donc, ça montre que les médecins n'identifient que 35% des médecins compétents. La ligne bleue est un modèle d'apprentissage automatique qui montre là où il faut envoyer les inspecteurs. Et on voit ici que l'on réussit à détecter 95% des médecins incompétents. C'est extrêmement efficace. On utilise donc des données sur la population, données sur la prescription, ainsi que différents retours. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. J'espère que j'ai réussi à vous donner un aperçu de ce que nous faisons et que cela ne vous a pas effrayé. Donc, peut-on renforcer l'espérance de vie en bonne santé? Tout à fait. On sait qu'il y a des facteurs comportementaux liés au mode de vie, mais une bonne partie des choses que l'on peut modifier ne sont pas liées forcément au comportement des individus. En fait, c'est comment faire en sorte comment peut-on agir sur l'environnement en termes de choix. Il faut que le choix par défaut soit celui d'une vie saine. Dans les pays anglo-saxons, malheureusement, nous avons créé un environnement où il est plus simple de vivre de manière non saine. Alors, si vous souhaitez lire tout cela, eh bien, je pense qu'il faut penser à ces 4 facteurs, ce qu'on appelle EAST en anglais, E-A-S-T. Easy, donc E pour easy, facile, A pour attractive, attrayant, qu'est-ce qui va faire que c'est plus attirant de faire tel ou tel choix, S pour social, ce que font les autres personnes, et T, timely, opportun. J'en ai parlé. Si vous voulez changer les comportements, il faut vraiment essayer de déterminer le moment où le comportement des gens va vraiment changer. Vous voulez que les gens fassent plus de sport? C'est très bien que vous ayez les Jeux Olympiques, par exemple. Vous pouvez même aller faire du porte-à-porte et dire aux gens, pourquoi est-ce que vous n'irez pas au travail à vélo ou à pied? Ça peut être efficace ou pas, sauf, et il y a une exception, sauf si la personne vient tout juste d'emménager. Nous avons fait des essais, et si vous identifiez quelqu'un qui vient tout juste d'emménager dans les 3 derniers mois et que vous les incitez, par exemple, en leur disant vous pourriez aller au travail à pied ou à vélo, eh bien ça peut être extrêmement efficace. Dernier point clé, il faut toujours expérimenter et essayer d'évaluer ce que l'on fait. La vérité la plus choquante est que la plupart des administrations publiques, et pas seulement en santé publique, les organisations de santé publique, est qu'elles dépensent des milliards sans savoir si les choses fonctionnent ou pas. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas en médecine. On n'accepte pas qu'un médecin nous donne une pilule si son efficacité n'a pas été éprouvée. Eh bien, pourtant, c'est exactement ce que l'on fait en termes de santé publique. Tout dernier point, je voulais vous en parler. Bon, vous voyez, j'ai quelques cheveux blancs. Eh bien, donc j'ai travaillé sous 4 premiers ministres. Eh bien, dans de nombreux domaines, surtout la santé publique, très souvent, il est difficile pour les politiques de faire ce que les spécialistes de la santé leur recommandent de faire. Mais nous croyons vraiment qu'il faut
changer les comportements, qu'on peut changer les comportements en demandant aux gens. Il faut rassembler des gens et leur dire, voilà, c'est une question difficile. Vous voulez qu'on fasse quoi par rapport à l'alimentation? Vous savez, nous avons l'idée de nanny state, l'État protecteur au Royaume-Uni. Eh bien, il faut poser la question aux gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quel changement recommanderiez-vous? Ça, c'est un événement de délibération qu'on a organisé en Australie avec 120 personnes pendant 2 jours avec tout le monde, les gens de l'industrie, les experts. Et quand la plupart des gens ont dit il faut une taxe de 20% sur les produits du sucre. Les gens étaient en avance de ce que le gouvernement était prêt à faire. Donc, qui influence le monde? Souvent, ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas les citoyens, c'est un ensemble d'autres forces. Le plus important en sciences comportementales, c'est de mettre en lumière ces choix et demander surtout aux gens à quoi voulez-vous que le monde ressemble. C'est à vous d'influer le monde. Comment voulez-vous façonner le monde qui vous façonne? Comment voulez-vous influer sur le monde qui vous influence? Et je pense qu'on peut tout à fait collaborer avec vous dans ce domaine. Voilà, j'espère que cela a été utile. Voici un aperçu de notre travail. Je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre de votre part plutôt que l'inverse. En tout cas, j'espère que cela vous a été intéressant. Merci. Merci David. Thank you David. You can come here, I guess. Yeah. Merci David, vous pouvez venir vous asseoir. Parole potentiellement pour quelques questions. Juste une petite réaction pour vous dire à quel point, quand on est dans une pratique interministérielle de l'action publique, des transformations, de la prise en compte des comportements, évidemment que tout ça fait sens parce que ça renvoie à des tas de pistes d'intervention, des tas de pistes autour des insights, autour des connaissances sur les comportements humains, mais surtout à quel point ça renvoie à une nécessité, à un constat de changement parfois de culture qui ne sont sans doute pas votre problème à vous, qui est être imprégné de culture scientifique, mais de changement de culture qui invite avant tout nos décideurs, nos partenaires publics à être dans une logique d'expérimentation, mais plus basiquement de test. Et ça, c'est un vrai petit combat culturel parce que le test, l'expérimentation, ça peut être largement perçu comme un effort, comme un coût, alors qu'en vrai, c'est un investissement, que c'est à minima une occasion de prioriser, de valider des choses, mais aussi de convaincre ces décideurs qui souvent ont des intuitions qui ne sont pas forcément toujours très évidentes au final. Je laisse potentiellement la parole à la salle. Est-ce que nous avons quelques questions pour David? N'ayez pas peur. Regardez, il est là, il est pour vous. Vous êtes repu, en fait. Vous êtes déjà... Ah, si. Merci pour cette présentation. Une toute petite question. Vous avez conclu en disant qu'il était important d'expérimenter pour guider la politique. Or, le temps de l'expérimentation est parfois beaucoup plus long que le temps de la décision politique. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux calendriers qui parfois ne sont pas les mêmes? Merci. C'est souvent vrai, mais pas toujours. L'une des grandes difficultés a été de développer des méthodes. Je vous ai montré l'exemple de cette affiche sur la Covid, et tout cela s'est fait en une semaine. Il est difficile de faire ça sur les comportements du monde réel, mais nous pensons que c'est le bon choix. Autre chose que nous faisons souvent, vous savez, nous sommes réalistes. Nous avons travaillé pendant très longtemps avec des politiques, et il y a des coûts lorsqu'on essaie quelque chose de nouveau. Mais la plupart du temps, il est vrai que les nouvelles choses ne fonctionnent pas forcément mieux. C'est également le cas en médecine. Donc nous pensons que la bonne approche, et c'est ce que nous recommandons à nos collègues, c'est que dès lors que c'est possible, il faut essayer d'essayer des variations. C'est beaucoup plus acceptable, même si cela nécessite un temps plus long. On dit par exemple, on va essayer 4 versions différentes. Monsieur le ministre, vos idées sont excellentes, mais pourquoi n'en faire qu'une seule version? On va essayer 4 variantes de cette idée formidable, et on va voir quelle sera la meilleure option. Donc même si vous n'avez pas une maîtrise totale, il reste quelque chose d'extrêmement précieux. Donc nous pensons que c'est important. Au Royaume-Uni, notre gouvernement et le ministère des Finances est d'accord avec ça. Ils acceptent sur le fait que cela prend un certain temps. Mais nous avons réussi à obtenir des résultats en travaillant, donc pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi ne pas parvenir à la même chose en termes de sciences comportementales? Nous avons une question bonus, nous avons aussi des questions en ligne. On la garde pour... Ce sera une question que nous garderons pour la fin, a priori. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques pour David?
Vous êtes- Non. I know it's the case. There's nothing we can learn. France, there's not much you can learn from us. Fat Brits. Vous savez, la France n'a pas à apprendre à grand-chose de nous, hein, nous, gros Britanniques, dit monsieur. J'ajoute un petit élément de réponse à cette question. Il y a une question d'outillage, d'offres techniques aussi, et c'est un enjeu que de permettre aux administrations, aux décideurs publics de disposer d'offres techniques frugales, rapides, efficaces, qui permettent de satisfaire ces besoins et de contrecarrer éventuellement les questions d'agenda électoraux, d'agenda politique et d'agenda tout court. Peut-être avant de lancer le débat sur cette question, moi je propose Nous enchaînions ? que nous enchaînions, parce qu'en fait, je pense que les expérimentations que tu vas présenter, Marc, vont permettre de comprendre aussi les différentes expérimentations, c'est-à-dire des expérimentations légères, rapides, où on a une idée de ce qui marche en termes d'intervention, comme ce qui a pu être montré sur des messages, sur des affiches, et puis des interventions qui relèvent plutôt du domaine de la recherche clinique, qui sont extrêmement lourdes et avec une charge réglementaire extrêmement complexe, et qui n'ont pas la même temporalité en fait, et qui ne répondent pas peut-être aux mêmes questions, en tout cas qui se positionnent différemment. Eh bien, allons-y pour un deuxième regard. Alors, je vais inviter le professeur Bardou avec un grand plaisir, puisque donc Marc Bardou est coordonnateur du CIC de Dijon. Et alors, j'attends la fin de la musique. Et il va nous présenter un travail particulier sur les incitations économiques, qui sont un grand tabou en France, en fait, hein, si je le résume comme ça, je ne pense pas trahir ta pensée, qui sont extrêmement difficiles à mettre en place, et il va nous partager les difficultés qu'il a pu rencontrer, notamment par les aspects éthiques ou moraux que ça peut soulever. Et moi, je crois que je l'ai connu il y a quelques années à travers ces interventions-là, dans un autre hémisphère, on peut dire ça comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment une position de leadership sur ces interventions, à la fois au niveau national et au niveau européen, que tu portes et que tu coordonnes, et sur des sujets extrêmement importants en termes de dépistage et de santé publique. Donc un grand merci pour cette présentation. Merci Laetitia. Alors, je tiens à préciser que cette présentation n'engage que moi, qui l'avait faite en toute indépendance du Biais de Santé publique France. Alors, je vais vous conduire au travers de ce qui a pu conduire, d'abord ce qui a pu me pousser à vouloir expérimenter ces incitations économiques. Ensuite, je vais vous amener à comprendre comment on s'est posé la question, quelles questions je me suis posée dans le suivi de grossesse. Et ensuite, on va aborder une question un petit peu plus compliquée, de savoir quelles sont les réactions que ça a pu susciter. Et je vous ai parlé, on va faire un peu de philosophie et parler de l'éthique et de la morale. Alors moi, aujourd'hui, je suis le remplaçant du remplaçant. Parce qu'en fait, Santé publique France aurait aimé avoir Esther Duflo, notre prix Nobel d'économie, qui malheureusement ne pouvait pas être là. Et alors, je ne sais pas comment déclencher l'audio, c'est pas très grave. Ce qui m'a amené à m'intéresser à cette approche d'économie comportementale, un dimanche matin, au mois d'août 2012, j'écoute la radio et j'entends sur France Inter Esther Duflo dans Les Aventuriers. Et Esther Duflo nous explique qu'elle a importé les techniques de médecine, des essais randomisés, à des interventions dans le champ des politiques publiques et pas nécessairement en santé, sur la scolarisation des jeunes filles, sur l'éducation. Et ça m'a donné l'idée d'aller expérimenter. J'ai contacté Esther Duflo et on s'est mis en contact pour avancer sur ce projet. Alors, premièrement, c'est un constat. C'est parti d'un constat. Donc, le tableau est peut-être un petit peu compliqué à lire. Le premier constat, c'est qu'il y a des femmes qui renonçaient aux soins, au suivi pendant leur grossesse. Et ce tableau, donc la colonne de droite, c'est les femmes qui ont renoncé aux soins. Et les facteurs essentiels, c'est quoi? C'est de montrer qu'il y a des déterminants qui sont des déterminants de renoncement aux soins. Parmi les femmes qui renonçaient aux soins, on retrouvait plus de femmes sans diplôme, plus de femmes vivant au sein d'un foyer dont le revenu était inférieur à 1 500 €, plus de femmes qui n'avaient pas de mutuelle santé,
Et par contre, la dernière ligne, la dernière colonne est importante. Quand on s'intéressait à la distance par rapport à une maternité, il n'y avait pas de différence. Donc, ce qui avait déterminé le renoncement aux soins, c'est pas l'inaccessibilité du soin, c'est bien le fait qu'on n'y aille pas. C'est bien un renoncement aux soins et c'est pas l'incapacité d'avoir accès aux soins. Premier constat, il y a des femmes qui renoncent aux soins et ça n'est pas l'absence de soins qui conduit ce renoncement aux soins. C'est un peu petit, mais le deuxième constat, pourquoi je me suis intéressé à ça, parce qu'on peut dire, elle renonce aux soins et après tout, on s'en fiche. Mais non, on s'en fiche pas. Parce que cette étude, l'étude précaire, conduite en France, a montré que quand on avait un renoncement aux soins, donc moins de 50%, moins de 80% de consultations prénatales, on avait une augmentation de la morbidité néonatale sévère et une augmentation de la morbidité maternelle sévère. Il y a donc une vraie problématique au renoncement aux soins. Alors c'est petit, c'est pareil. Le troisième élément, c'est en fait qu'a-t-on essayé? Alors ça, c'est une étude qui avait été conduite en Irlande, Prepare for Life, où dans la région de Galway, où parmi des femmes résidant dans des zones défavorisées, on leur proposait un programme avec un suivi prénatal à domicile avec des visites de sage-femme. Vous ne lisez pas le tableau, mais ce n'est pas très grave. Pas de différence sur les événements de santé. Et par contre, moins de 60% des visites effectuées au domicile. Et c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que quand on vit dans une situation défavorisée, qu'on a un logement qui éventuellement est insalubre, on n'a pas forcément envie que quelqu'un vienne chez nous et constater l'état de délabrement de notre intérieur. Troisième élément, alors c'est du raisonnement un peu sérieux puisque cette étude a été publiée avant que je lance la mienne, une étude conduite en France par Yvan Berlin sur le sevrage tabagique au cours de la grossesse et qui a montré que les incitations économiques pendant la grossesse avaient un impact très significatif sur la réduction de la consommation tabagique. Donc, je résume, le constat, c'est il y a des femmes qui renoncent aux soins et ce sont les plus précaires qui renoncent aux soins. Quand elles renoncent aux soins, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas accès aux soins. Quand elles renoncent aux soins, en fait, ça a des conséquences et pour elles et pour leurs enfants. Et des incitations renforçant l'offre de soins n'ont pas forcément montré leur efficacité. Et enfin, ça peut fonctionner. Et donc ça m'a conduit à travailler sur l'étude NETTRE, qui était l'impact d'incitations économiques conditionnées sur le devenir de la grossesse des femmes couvertes par la CMU complémentaire ou l'aide médicale d'État, un essai randomisé en grappe. Alors, c'est financé en 2014, mais vous allez voir après que ça a été une longue histoire et un parcours du combattant. Donc, l'objectif, est-ce qu'un transfert conditionné, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand on fait des transferts monétaires, on peut les faire inconditionnés. Je vous donne une certaine somme au début de votre grossesse et vous l'utiliserez comme bon vous semblera, même si moi je vous dis, idéalement, je souhaiterais que vous l'utilisiez pour votre grossesse, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ou conditionné, c'est-à-dire à la réalisation d'un certain nombre d'événements. Et là, en l'occurrence, c'était le suivi prénatal tel qu'il était recommandé, avec comme critère de jugement la réduction de la morbimortalité. En tant que médecin, ça m'est égal, encore une fois, je vous dis que les femmes assistent ou n'assistent pas à leur consultation, ça m'est égal si c'est sans conséquence. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on améliore leur devenir de santé. Je reviens rapidement, donc c'est un essai en grappe, c'est-à-dire que ça n'était pas les femmes elles-mêmes qui étaient randomisées, c'était les maternités dans lesquelles elles y étaient. Et on a fait un design. En fait, les femmes n'étaient informées que du groupe dans lequel elles se trouvaient. Et si j'ai le temps, je vous expliquerai pourquoi. Alors, le projet est déposé une première fois en 2013 au ministère de la Santé pour financement. Et un des experts dit sur l'intervention elle-même, qui consiste à donner 30 € à chaque visite aux patientes qui étaient randomisées dans le bras d'intervention, est-ce possible? Une consultation informelle de quelques membres de CPP laisse penser que non. Ça n'est pas possible. Alors si, techniquement, c'est possible. Est-ce que c'est acceptable? C'est une autre question. Et lorsque on l'a déposé au CPP, on a vu un avis initial du CPP, je ne vais pas tout vous détailler, mais qui a illustré cette notion de conflit moral qui s'est présenté aux membres du CPP. Il y en a un qui dit « perte de chance évidente car les femmes incluses ont un manque à gagner ». Mais en même temps, il n'y a pas de majoration du risque. Il est éthiquement difficile d'inclure un groupe placebo qui, dès lors, est désavantagé. On aurait été face à un essai médicament, en dernière ligne, je n'ai pas de comparateur, personne ne se pose la question de dire est-ce qu'un groupe placebo est acceptable, puisque le placebo, c'est le standard of care. Et là, la question se pose de dire c'est difficile à admettre parce que les femmes sont défavorisées, mais en même temps, le risque de complication n'est pas majoré.
il y a une perte de chance dans le groupe témoin, mais néanmoins pas de majoration du risque. Ça, c'est vraiment une interrogation avec un conflit éthique. Alors là, on est rentré dans des choses un petit peu plus compliquées. C'est toujours le rapport d'un des membres d'experts, c'est que la question qui était posée, c'est une question qu'on pose souvent à l'économie comportementale, c'est de dire en fait, c'est une approche qui est paternaliste, c'est-à-dire que j'essaye d'induire votre comportement parce que moi je sais ce qui est bon pour vous. Et donc ça peut parfois être ressenti comme supprimant le libre choix vis-à-vis des actions de santé. Alors de dire, si on dit à la femme que c'est lorsqu'elle est enceinte qu'elle est importante, c'est peu valorisant pour les femmes, ça peut avoir un effet pervers qui est d'accentuer ces femmes en situation de précarité, la notion que c'est seulement quand elles sont enceintes qu'elles sont intéressantes. Et c'est aussi ce qui fait que peut-être que les personnes en situation socio-économique défavorisée se chargent de familles nombreuses. Et puis, pourquoi ne pas proposer autre chose, un soin de beauté, une séance de coiffeur, un massage? Alors, je veux bien qu'on me reproche d'être paterniste en ayant une approche d'économie comportementale, mais de proposer des soins de coiffure, de masseur à des femmes qui sont en situation de précarité, ça me semble un tout petit peu plus paternaliste. Et ensuite, on peut s'interroger sur l'opportunité d'une note écrite chez des femmes qui ont la CMU ou l'AME, qui donc par définition sont toutes totalement illettrées. D'un point de vue éthique plus général, si cette étude ne pose pas de problématique individuelle, ce qui a gêné les experts, c'est de dire, mais alors à l'époque la consultation était à 25 €, donc la femme va recevoir plus d'argent que le professionnel de santé qui la reçoit en consultation, ça c'est gênant. Peut-on accepter de payer des patients pour qu'ils aillent consulter? Mon avis devient partagé. Il ne m'est pas possible de donner un avis clair et tranché. Et donc là, c'est typiquement, encore une fois, ce que je vais vous détailler un petit peu, cette notion de conflit de valeurs. Et enfin, c'était ce qui a gêné, si j'ai le temps, je vous en reparlerai aussi, ce qui a gêné, c'est la possibilité que les femmes utilisent l'argent comme elles avaient envie de l'utiliser. Et moi, ce que je voulais, je vous expliquerai comment on a délivré l'incitation, c'était justement qu'elles puissent l'utiliser comme elles le voulaient et de manière non stigmatisante. Alors, comme je vous l'ai dit, on a été confronté là à une notion, à l'expression par les experts d'un dilemme éthique. Et c'est quoi un dilemme éthique? C'est quand on a un conflit de valeurs. C'est-à-dire que j'ai des valeurs qui vont s'opposer et qui vont faire que je vais avoir du mal à prendre ma décision. Je trompe mon ou ma conjointe. Si je le lui cache, pardon, je vais être malhonnête. Et si je le lui dis, peut-être que ma famille va exploser. Et donc, je suis partagé entre mon devoir d'honnêteté, de loyauté et ma solidarité familiale. Et comment est-ce que je vais choisir entre les deux attitudes et comment je vais prendre la décision de je dis ou je ne dis pas? Alors, on va revenir à quelque chose qui est plus dans le domaine de la santé. J'ai un patient qui va mourir dans 3 mois, je suis certain qu'il va mourir dans 3 mois, je le lui dis ou je ne lui dis pas? Je lui dis qu'il a 3 mois à vivre ou je ne lui dis pas qu'il a 3 mois à vivre? Si je lui dis, c'est le droit à l'information, l'autonomie de décision d'action, il peut avoir, et si je peux me dire, ça va lui permettre de prendre des actions, de préparer sa disparition, donc c'est la bienveillance, la non-malfaisance, mais contre, je vais peut-être, si je lui annonce qu'il reste 3 mois, en fait ces 3 derniers mois, je vais lui avoir gâché parce que vraiment, il va avoir entamé un compte à rebours. Et là se pose la question du droit à mentir. Et comme vous lisez tous les soirs avant de vous endormir Kant, ce philosophe du XVIIIe siècle, qui avait écrit sur d'un prétendu droit à mentir par humanité. Et Kant était très très fort sur l'absence de droit à mentir en disant la véracité dans des déclarations qu'on ne peut éluder est le devoir formel de l'homme envers chacun, si grave que soit le préjudice qui puisse en résulter pour lui. Quand on a un conflit éthique, comme j'ai dit, j'ai 2 valeurs qui s'opposent, ou plus de valeurs qui s'opposent, comment je vais résoudre ce conflit éthique? Idéalement, c'est la hiérarchisation des valeurs. Face à cette situation, c'est-à-dire, moi, ce qui prévaut, c'est le besoin, la volonté de réduire les complications de la grossesse. Donc, ma valeur principale, c'est la santé. Et donc, on va hiérarchiser ces valeurs et dire, c'est la valeur dominante qui va emporter ma décision. Et on va chercher à promouvoir les autres valeurs. Et parfois, on ne peut pas les hiérarchiser et on va essayer de trouver un compromis entre ces différentes valeurs pour finalement arriver à prendre une décision vis-à-vis d'une action. Et donc la question d'éthique, c'est quelles sont les valeurs et les principes les plus importants
et pourquoi. Alors, Éric Favreau, dans Libération en 2012, s'était intéressé, il y avait un village où vous avez constaté que les femmes n'étaient pas adhérentes au programme de dépistage du cancer du sein. Et on s'est dit, elles sont loin des structures de dépistage, donc on va leur offrir des transports gratuits pour qu'elles puissent se faire dépister. Et en fait, ça n'a pas marché du tout. Il n'y a pas eu du tout d'augmentation de dépistage. Et donc, c'est qu'il y a d'autres éléments qui entrent en compte dans la prise de décision en santé. Et Éric Favreau terminait son article en disant « Il faut ouvrir les yeux, sortir de nos schémas simples et n'avoir qu'un repère en matière de lutte contre les inégalités. » Et ça rejoint ce qui est la présentation d'avant. Il faut définir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ça va être le seul élément qui guide nos actions et nos décisions. Après, on verra, tout ne se fait pas à n'importe quel prix. Donc, il y a une confusion et ce qui est arrivé au projet que j'ai porté, ça a été une confusion entre l'éthique et la morale. Dans le langage courant, on va confondre l'éthique et la morale et on est souvent incapable de faire la distinction entre les deux. Il y a une manière dont un individu, à un instant donné, va décider de choisir parce qu'il pense que les conséquences de son action seront meilleures que les conséquences d'une autre action. Ou bien il y a des situations où un individu devrait en tout temps agir parce que ne pas agir ainsi serait mal agir. Donc, une situation où je vais prendre ma décision parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, et une façon dont je dois agir parce que ne pas agir ainsi, c'est mal agir. Donc, l'éthique, c'est les préférences de chaque individu quant à sa propre vie. Et donc, si on peut résumer, c'est que l'éthique, elle est relative et contingente. Relative parce que chaque individu va prendre des décisions différentes en fonction de ses priorités, de ses valeurs, et contingente parce que d'autres individus, dans d'autres circonstances, face à la même situation, auraient pu prendre une décision différente. Donc l'éthique individuelle, contingente. En revanche, la morale, c'est le droit constant de tout individu. C'est une valeur relative à la notion de bien et de mal. Je vais agir d'une façon et pas d'une autre, parce que agir différemment, ce serait mal agir, ou je choisis la façon qui est bien, celle qui est de bien agir. Donc, vous voyez, l'éthique relative, contingente, et la morale, une valeur universelle, le bien, le mal. Formellement, et pour les linguistes, c'est la même chose. La morale vient du latin, moros, mœurs, manière de comportement, et l'éthique vient du grec, ethos, mœurs, manière de vivre. Donc, sémantiquement, c'est à peu près la même chose. Et donc, vous connaissez, enfin, pour les plus âgés d'entre vous, le bon, la brute et le truand, ben là, c'est un petit peu la même chose. On a l'éthique, valeur théologique, c'est le bon. On a le droit, la visée normative, ce qui est légal. Et quand on fait des expérimentations, bien évidemment, on doit se confronter et se conforter, à ce qui est légal, aux procédures réglementaires. Et comme l'a dit Laetitia, c'est parfois ce qui peut prendre du temps. Et puis la morale, à visée déontologique, c'est le bien. Alors, donc, vous avez vu le rapport des rapporteurs pour le projet comité d'éthique, et le 20 juillet 2014, la réponse du comité d'éthique tombe, et le comité de protection des personnes dit qu'il a jugé non éthique la recherche en raison d'une rémunération à la mère portant atteinte à sa dignité de femme et de future maman, l'argent n'étant sans doute pas la principale source de cette précarité, elle ne peut être une finalité en pareille circonstance. Donc, il y a là, en fait, la juxtaposition du terme éthique. On a jugé que c'était éthiquement non moral, et en disant éthiquement non acceptable, et que c'est porter atteinte à la dignité. Et donc là, on rentre dans une notion de morale. Et donc il y a eu vraiment ce conflit entre l'éthique et la morale. Alors, je raccourcis le processus. On a fini par avoir l'autorisation de conduire cet essai, sinon je ne serais pas là devant vous pour vous en parler. Et donc, on a pu faire cette étude. Et moi, ce qui a guidé mon choix dans la compensation, c'était des éléments assez simples, mais assez pratiques, très pragmatiques. Je voulais que ce soit, on a utilisé une carte. Alors, je ne fais pas de publicité pour Mastercard, mais c'est une carte de paiement. Parce que moi, mon souhait principal, c'était que la modalité d'avoir accès à cette compensation, elle soit non stigmatisante. Je ne voulais pas des bons d'achat, il y a marqué donner à cette femme pauvre 1 kilo de riz, s'il vous plaît. C'était une Mastercard qui peut être utilisée dans n'importe quel magasin, comme n'importe quel autre Mastercard.
Premier élément. Deuxième élément, mon souhait, c'était qu'elle ne soit pas liée à la possession d'un compte, parce que je voulais que l'argent revienne directement à la femme et pas dans la situation où il y aurait un seul compte ou un compte commun, que ça puisse être utilisé par son conjoint. Le troisième élément, c'était nous qui faisions les compensations, parce que dans l'économie comportementale, et le principe qui nous guidait là-dedans, c'est de dire venir en consultation prénatale, surtout quand on ne se sent pas malade, c'est une contrainte. Et donc face à une contrainte immédiate et perceptible, je veux rajouter un bénéfice immédiat et perceptible. Et donc le souhait, c'était que dès que la femme était venue en consultation, elle puisse avoir sa compensation, et c'était nous qui déclenchions cette compensation. Donc elle recevait une carte sur laquelle il n'y avait pas de crédit à la première consultation, et on leur disait, à chaque fois que vous reviendrez en consultation programmée, vous aurez votre incitation. Et pour éviter que un bénéfice se tourne en punition, il n'y avait pas de consultation sans compensation. On avait mis un intervalle, c'était plus ou moins 15 jours, ce qui fait que si on venait au 16e jour, en fait, on considérait que c'était déjà la consultation d'après, et donc de toute façon, il y avait une compensation. Alors après un effort de conviction très 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 long et compliqué, on a pu faire l'étude avec 32 maternités réparties sur l'ensemble du territoire français, ce qui était important, des CHU, des CH, des cabinets de sages-femmes libérales qui ont accepté de participer. Quand on a conduit l'étude, alors pour ceux et celles d'entre vous qui êtes des spécialistes en méthodologie, on a des hypothèses pour faire des calculs d'effectifs. Ça, donc à gauche, c'était l'enquête prénatale, je crois, de 2010, qui avait montré que chez les femmes qui étaient en situation économique défavorisée, il y avait 18% de grossesses compliquées contre 12% chez les femmes qui étaient en situation normale, 18 et 12, et c'était défini par un petit poids de naissance ou une naissance avant terme. Et donc notre hypothèse, ça a été de dire on veut réduire des 2/3 cette différence, donc 6% de différence, on la réduit de 2/3, c'est-à-dire on veut enlever 4%, et donc on fait notre calcul effectif pour passer à 14% de complications. On a inclus un peu plus de 3000 femmes, et alors là c'est presque trop beau pour être vrai, on est passé de 20,9% de complications chez les femmes du groupe contrôle à 16,8%, c'est-à-dire 4,1% de différence, donc moins 4,1% de complications définies par un petit poids de naissance à terme ou une prématurité inférieure à 37 semaines d'aménorrhée. En conclusion, la morale, c'est l'ensemble des règles de conduite socialement considérées comme bonnes. L'éthique, c'est l'ensemble des principes qui sont à la base des conduites de chacun. Et la déontologie, c'est l'ensemble des règles de bonne conduite dont une profession se dote pour régir son fonctionnement au regard de sa mission. Et donc, face à cette situation, à des éléments qui peuvent être considérés comme étant acceptables ou non acceptables, en fait, la question essentielle, c'est est-ce que d'abord, je dois essayer de démontrer que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, et derrière me poser la question de dire est-ce que c'est acceptable ou pas acceptable, ou bien est-ce que je dois d'abord me poser la question de dire jusqu'où je suis prêt à aller et jusqu'où je ne suis pas prêt à aller, et seulement pour les choses qui sont acceptables, se poser la question de savoir est-ce qu'on veut les expérimenter. En marge de cette étude, on a bien évidemment fait une enquête qualitative auprès des femmes et auprès des professionnels de santé. Et ce qui est important, ça a été de montrer qu'en fait l'acceptation de cette intervention de santé était très bonne vis-à-vis des femmes, y compris vis-à-vis de celles qui avaient été dans le groupe contrôle. Et pour celles qui l'ont reçu, ce qui était important, c'est-à-dire qu'elles se sont senties aidées, considérées au-delà de la seule aide économique qu'elles recevaient. Voilà, il y a une petite chanson, mais je ne peux pas la lancer, donc c'est très dommage. Merci. Un très grand merci pour cette présentation où on voit la passion que peut déclencher 30 €, ce qui est toujours très instructif. Et donc pareil, on va pouvoir prendre quelques questions courtes maintenant, puis on aura une session de questions plus longue avec nos 3 orateurs. Est-ce que vous avez des questions ?
Et le temps que les questions... On a 2 questions à distance, mais qui sont assez générales et qu'on prendra tout à l'heure, dont une question où je ferai peut-être appel à un joker nommé Pierre Arvidsson, où je ferai appel à tes compétences. Moi j'ai une question pour toi, c'est est-ce que tu penses qu'en 2024, tu passerais à travers les mêmes problématiques que ce que tu as pu connaître en 2014, en sachant qu'il y a quand même 2 choses, c'est que ça existe dans d'autres pays, c'est-à-dire que voilà, j'ai résidé dans un pays où les vaccinations des enfants, en fait, on touche 50 €, on paye pas 50 €, mais on touche 50 € et ça se passe très bien et les couvertures sont très élevées et que on peut mettre dans les essais cliniques des compensations financières, voilà, à partir du moment où c'est pas l'objet de l'étude et où il n'y a pas de réaction. Et donc comment tu penses que ça serait perçu en 2024 et peut-être que dans les autres projets européens d'ailleurs, il y a à la fois cette temporalité et la différence entre les pays qui ont. Alors merci pour ta question, Laetitia, et je peux y répondre très facilement parce que, alors, je ne fais pas des essais économiques une panacée, mais il se trouve que je coordonne un autre essai dans lequel on a évalué les incitations économiques, et là, c'est passé sans aucun problème. On n'a eu aucune discussion vis-à-vis du CPP sur le principe des incitations économiques. Donc, entre 2014 et 2020, les mentalités ont complètement changé. Et alors je ne sais pas si c'est une américanisation de la société, mais en tout cas la problématique est différente. Alors je pense que le travail d'Yvan Berlin, donc un certain nombre de travaux qui ont montré que c'était faisable et surtout que c'était perçu comme étant non stigmatisant par les personnes qui recevaient des incitations. Donc on fait que c'était plus facile. Je pense que les choses ont changé. Alors, il y a une question... Il y a une question tout là-haut, il y a une question là-bas. Pardon. Je vais prendre juste une question à distance et après je vous donne la parole. Est-ce que vous avez une idée de la différence de coût global entre le coût de l'incitation versus le coût de la morbidité évitée? Alors, vous avez pu chiffrer ça dans cette étude? Oui, alors j'avais prévu cette question. Donc, le coût global des incitations et le coût de la morbidité. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand je serais venu vous présenter un essai avec un Carticel, un médicament du cancer, personne ne m'aurait dit mais est-ce que vous pouvez me dire est-ce que c'est coût efficace? C'est étonnant, c'est que dès qu'on a trait à ces questions, on a du mal à y répondre. Alors, je ne peux pas répondre à la question pour le moment, c'est bien évidemment prévu, on va faire une étude médico-économique. Après, 30 € au maximum fois 6, ça fait 180 €. 180 € comparé à une hospitalisation en soins intensifs pédiatriques, je pense qu'il n'y a pas photo sur le rapport coût-efficacité. Alors, encore une fois, ça existait avant, hein, ça s'appelait les allocations prénatales. Donc, voilà, ça ne choque pas. Et donc, encore une fois, je ne peux pas répondre formellement, mais c'est prévu et nous y répondrons. On a une question dans la salle. Merci beaucoup pour votre intervention qui était très claire. Vous avez montré au début que c'était moins l'aspect géographique qui empêchait ces femmes d'aller consulter que d'autres facteurs socio-économiques. Alors comment, dans l'inclusion, vous êtes allé chercher ces femmes qui ont l'air d'être un peu hors système de soins? Alors, j'ai pas dit qu'elles étaient hors système de soins, et justement, en fait, ça ne fonctionne que si l'économie comportementale, ça ne se substitue pas à une offre de soins. C'est comment on va essayer de favoriser la rencontre entre une offre de soins existante et une personne. J'ai dit qu'elle renonçait à un certain nombre de consultations, et comme on l'a vu, c'est pas zéro. En fait, c'est soit moins de 50, soit moins de 80%. En fait, comment on les rencontrait? Elles étaient incluses à leur consultation, et de façon assez étonnante, là aussi, on m'avait dit, mais ça va pas marcher parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que elles viennent très tardivement. Et bien, en fait, non. Les premières consultations étaient globalement aux alentours de 14 semaines d'aménorrhée. Donc, la problématique, c'est pas la première consultation, c'est pas de venir, c'est de s'intégrer dans un suivi sur le long terme. Donc, elles étaient recrutées dans les centres où elles venaient. Et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait fait une randomisation avec une méthode où les femmes n'étaient informées que du groupe dans lequel elles étaient, parce qu'effectivement, on aurait pu avoir la même situation
que celles qu'ont eu certains membres du comité de protection des personnes, de dire, en fait, j'ai beaucoup plus de chances si j'ai l'argent que si je ne l'ai pas. Donc, si on me dit, voilà, vous pouvez avoir soit recevoir de l'argent, soit ne pas en recevoir, maintenant, je fais tourner le tirage au sort et désolé, madame, vous n'aurez pas d'argent. Le risque était que, bien évidemment, elle refuse de participer et qu'on biaise le recrutement et que dans le groupe intervention, on ne recrute que des femmes hyper motivées et donc on aurait totalement faussé notre résultat. On va prendre une dernière question d'une minute, juste pour savoir si vous avez des éléments concernant l'évaluation de l'acceptabilité des consultations prénatales chez les femmes indépendamment de l'incitation financière. Alors, oui, bien évidemment, puisque quand on fait une enquête... Dans le groupe contrôle, par exemple, ce que vous avez pu Alors, quand on fait une étude qualitative, on va sélectionner des participants de façon non aléatoire en fonction des parcours. Et donc, bien évidemment, on a interrogé des femmes du groupe contrôle, des femmes du groupe intervention, on a interrogé des femmes avec des grossesses compliquées, des femmes avec des grossesses non compliquées. Alors, sur l'acceptabilité, en fait, elle est bonne. La difficulté, souvent, c'est la contrainte. Encore une fois, c'est je dois aller en consultation. Si j'ai déjà des enfants, 1, 2, 3 enfants, il va falloir que je les habille, que je prenne les transports en commun avec eux. Donc, c'est effectivement cette contrainte. C'est pour ça que la difficulté, c'est pas nécessairement l'accès physique aux soins. Donc, on a interrogé. Donc sur les consultations prénatales, globalement, il n'y avait pas de difficultés particulières. Et on a aussi interrogé les femmes qui avaient été dans le groupe contrôle de comment elles concevaient derrière l'intervention, comment elles vivent le fait de ne pas avoir été confrontées. Et vraiment, il y avait une excellente acceptabilité du principe même de l'intervention et du principe même des incitations économiques. Et encore une fois, quand on pose la question... j'avais demandé à Esther Duflo de dire mais est-ce que tu peux m'aider à argumenter le fait des incitations économiques. Elle a dit juste ça s'appelle la redistribution. On donne un peu d'argent à des gens qui en ont besoin et donc c'est un principe de redistribution. Merci beaucoup. Un très grand merci pour cette présentation et pour ce court temps de questions et on va pouvoir compléter les questions tout à l'heure à la fin de la 3e présentation. Merci. On va maintenant se tourner vers une vénérable institution internationale, l'OCDE pour ne pas la nommer, un endroit où on se passionne pour les sujets de comportement et qui accueille d'ailleurs en parallèle à nos rencontres, des festivités qui mobilisent l'ensemble des experts gouvernementaux en sciences comportementales. Et on va parler de sport, un sujet sur lequel on a déjà aussi travaillé avec les équipes de David en France. À l'époque d'ailleurs, on avait été amené à choisir de travailler sur la pratique sportive auprès des agents publics. Non pas qu'il y ait un problème spécifique, mais ça renvoie à notre thématique de l'expérimentation. Quand on choisit des sujets, on choisit aussi des méthodes, on choisit parfois des populations qui sont un petit peu captives. On avait plus de possibilités à le faire sur les agents publics. C'est aussi les limites de l'approche scientifique de ce genre de sujet. J'aimerais savoir comment l'OCDE donc a appréhendé ce sujet de la pratique sportive avec beaucoup plus d'ambition que nous, puisque c'est en population générale et pas sur un public restreint comme on a pu le faire. Sabine, c'est à vous. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à tous pour les 2 présentations précédentes. Elles étaient particulièrement intéressantes. J'ai eu mon 3e enfant en France et je dois dire qu'en fait, le fait d'avoir un enfant, c'est comme avoir un 2e emploi. Je travaille à l'OCDE dans la division de la santé et je travaille surtout sur les maladies non transmissibles en matière de changement d'indicateur. Et je vais vous parler de l'activité physique. Je déclare simplement que je n'ai pas de conflit d'intérêt, tout d'abord, litis. Ensuite, je vais vous parler de ce rapport qui a été conçu avec l'OMS Europe et qui parle de l'activité physique dans la région européenne. Et il porte sur l'importance de l'accroissement de l'activité physique et comment y procéder. On a beaucoup parlé d'expérience, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment changer le procédé. Mais on s'est concentré aussi sur le pourquoi. Et on a beaucoup mis l'accent là-dessus parce que beaucoup de décideurs politiques, de gouvernements doivent investir dans des politiques favorisant l'augmentation de l'activité physique. Et il faut donc comprendre ce qui fonctionne et pourquoi on le fait aussi. Donc, on va commencer avec quelque chose de simple. On sait tous que l'activité physique a des effets bénéfiques importants sur la santé.
ont fait une corrélation avec la masse pondérale, avec la prévention des maladies et aussi le fait d'être en bonne situation, en bonne santé, mais c'est aussi une manière d'empêcher des maladies cardiovasculaires et chroniques. Et il peut y avoir donc des préventions de maladies, mais il y a aussi un état sur un impact sur la santé mentale. Aussi, ça améliore également le sommeil, mais aussi la santé cognitive. On peut mieux fonctionner, mieux apprendre. Ça réduit aussi les maladies de santé mentale et ça permet de mieux trouver un équilibre entre la coordination et les risques de chute également. Ça peut aussi avoir un effet sur l'épine dorsale. Il y a une prévalence d'activité physique insuffisante. Un adulte sur 3 ne respecte pas les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique et la moitié des adultes ne fait jamais de sport ou d'exercice. On a parlé d'exercice et de sport spécifiquement, mais aussi d'activité physique comme n'importe lequel des mouvements en fait aussi. Ce que nous avons entendu auparavant, c'est que les femmes sont moins actives physiquement que les hommes dans tous les pays européens. En moyenne, 4 femmes sur 10 ne respectent pas les recommandations et 3 hommes sur 10 pour les hommes. Donc, ne respectent pas les recommandations. Il y a aussi une étude sur les groupes socio-économiques. Et attention, ça c'est uniquement pour le sport et l'exercice, parce que quand on parle d'activité physique générale, on constate que dans certains groupes socio-économiques inférieurs, et on voit qu'il y a davantage. Mais une femme sur 4 uniquement qui se considère comme appartenant à la classe ouvrière font de l'exercice, tandis que c'est juste plus de la moitié des personnes qui se considèrent comme appartenant à la classe supérieure. Et puis, il y a eu la pandémie. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on a encore des résultats qui ressortent, mais ça montre bien que ça réduit la quantité d'activité physique. Dans l'Union européenne, on s'est rendu compte que plus de la moitié des adultes ont déclaré faire moins souvent d'exercice en raison de la pandémie. On ne sait pas si on est revenu à des niveaux normaux, ou ça a augmenté, ou si finalement maintenant on fait plus d'activités. Mais pendant les années de la pandémie, il y avait eu moins d'activité physique. Donc, qu'est-ce que nous devrions faire? En fait, selon les recommandations, c'est 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité physique d'intensité vigoureuse. C'est un petit peu moins que les recommandations françaises de 30 minutes par jour, mais c'est plus ou moins la même chose. Ce qui est assez important et ce que l'on doit vraiment communiquer et rendre public, c'est que ce n'est pas simplement le fait de marcher ou d'aller à une certaine allure, mais ça peut être danser, ça peut être aussi faire du jardinage, promener son chien. Pour que ce soit plus accessible, il faut élargir le champ de la définition de cette activité physique. À l'OCDE, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un modèle de micro-simulation pour évaluer l'impact de l'atteinte de ces recommandations. Et ça permet aux décideurs politiques d'indiquer, OK, si on peut augmenter les niveaux d'activité physique dans la population, voilà ce que vous atteindrez. Donc, il y a 12 cas, en fait, de maladies non transmissibles qui peuvent être empêchés grâce à cela, si on suit simplement les recommandations minimales de 150 minutes par semaine d'activité physique. Je pense qu'il est important de savoir qu'il y a des cancers, mais il y a aussi des maladies cardiovasculaires, et c'est aussi dans le cas de dépression. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, il y a une corrélation importante entre l'activité physique et la santé mentale. Ça augmente et ça allonge l'espérance de vie aussi. Les personnes qui ne sont pas suffisamment actives, on peut voir que si elles font le minimum des recommandations, on a l'espérance de vie qui est augmentée de 8 mois. Et si elles respectent les recommandations les plus élevées, l'espérance de vie serait augmentée de 16 mois. Et enfin, comme l'OCDE est une organisation économique, on essaye de voir l'aspect économique et on se rend compte que si on fait 150 minutes d'activité physique par semaine, on pourrait économiser 8 milliards d'euros de PPA de dépenses de santé par an.
Et ça entraîne donc des milliards d'économies sur le budget de la santé. Dans le rapport, nous avons travaillé avec l'OMS et les États membres, et on a fait une étude sur ce que tous les pays font en termes de politique pour accroître l'activité physique. Si vous regardez cela, ça peut être très intéressant, mais pour résumer, il y a 6 catégories. Bon, on a mis ça en 6 catégories. D'abord, désolée, je suis enceinte, donc Alors, d'abord, les interventions au milieu scolaire, les interventions sur le lieu de travail aussi. Le but, c'est d'avoir un environnement actif. Ça peut être à l'école par des pauses actives, mais aussi pour le transport, pour aller à l'école, pour rentrer de l'école également, pour aller au travail, rentrer du travail. Et puis, il y a des stratégies aussi comme des bureaux auxquels on peut travailler en étant debout. Il y a aussi le fait de ne pas utiliser l'ascenseur. Les interventions dans le cadre des soins de santé, ça aussi, ça peut être important. C'est eux qui doivent dire l'activité physique, c'est important, mais il peut y avoir différentes formes. Il peut y avoir des ordonnances, des prescriptions d'activité physique, ou il peut y avoir même des classes d'activité physique. De même, également, il y a des interventions dans le secteur du sport qui a un rôle à jouer. C'est important de le rendre plus accessible à tous. Et puis, il y a des politiques en matière d'urbanisme, d'environnement et de transport qui se concentrent sur la sécurité routière, avoir davantage d'espaces verts, des sentiers, et c'est également investir dans des pistes cyclables. Il faut aussi avoir une meilleure politique d'information et de communication. Les gens ont besoin de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire, pourquoi ils doivent le faire. Et il y a des informations qu'on peut fournir sur la manière de procéder, des informations sur les classes d'activité physique disponibles et les ressources locales. Ce que toutes ces politiques ont en commun, c'est qu'il y a peu de mécanismes de mise à exécution. Et le but, c'est de pouvoir avoir des mesures d'habilitation, d'éducation et d'engagement. Si l'on regarde d'autres facteurs de risque, on a des interventions avec différents niveaux d'interférence en fonction de la thématique. D'abord, il y a le côté bénin pour améliorer les choix de santé. Il faut s'assurer qu'il y ait des options qui soient favorables à la santé, qu'il y a des alternatives à l'alcool. Et puis, il y a aussi des différences. Il faut expliquer les différences, pourquoi on propose différents choix, améliorer le marketing sur certains points. Et il faut augmenter le prix des choix qui ne sont pas favorables à la santé, comme l'alcool, comme le tabac, mais aussi les véhicules polluants. Et puis, une autre option, c'est d'interdire certains choix. Et là, on retourne à des mesures coercitives, à des mesures d'exécution plus importantes. On a ça pour la plupart des facteurs de risque, mais on ne l'a pas pour l'activité physique. On ne peut pas dire, vous devez rester assis. Et vous ne pouvez pas rester assis, il faut que vous vous leviez et que vous alliez courir. Et donc, c'est important de bien définir les principes inhérents à ces politiques. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le secteur des sports, le sport existe déjà. Alors, comment augmenter la participation? Eh bien, il s'agit d'ôter les barrières. Il faut que le sport soit plus abordable pour qu'il n'y ait pas de problème à exercer, à pratiquer du sport dans les clubs sportifs. Et puis, il faut davantage communiquer au public. Plus tard, il va y avoir une session à ce sujet. Il faut faire en sorte que le sport soit lié à la promotion de la santé plutôt qu'une question de compétition. Et on peut avoir des groupes comme des femmes ou des groupes de population plus âgées qui disent, bon, je ne vais pas forcément appartenir à une ligue de foot, mais par exemple, je vais peut-être juste faire du foot pour améliorer ma santé. Donc, les clubs de sport peuvent véhiculer des messages différents au sein des centres de sport. En matière de conception urbaine aussi, il faut rendre les transports actifs plus faciles, plus attrayants. On peut avoir des infrastructures pour les cyclistes et pour les piétons en augmentant les espaces verts, en améliorant la sécurité. Ça peut être une option qui peut être très viable. Et enfin,
il y a aussi l'effet messager. Il y a beaucoup de pays qui mettent en œuvre la prescription officielle d'un médecin pour l'activité physique. Donc, un médecin peut prescrire officiellement, pas des médicaments, mais plutôt une certaine quantité d'activité physique. Et on va travailler avec le patient pour voir ce qui fonctionne, ce qu'ils peuvent faire, ce qui va en fonction de leurs conditions de santé, leurs conditions physiques et ce qu'ils sont désireux de faire également. Et à la fin, il y a un aspect motivant parce que si le docteur prescrit l'activité physique, c'est moins facultatif. C'est vraiment quelque chose qu'eux, ils se doivent de faire. Et avant d'avoir des questions sur le ratio coût-bénéfice, voici une étude qu'on a faite sur l'obésité et vous avez un paquet de mesures en faveur de l'activité physique. On voit le coût de la mise en œuvre de ce paquet, de ce train de mesures en termes de retour pour la population active. On voit que pour chaque euro investi dans un ensemble de mesures telles que celui-ci, on récupère 1,7 € sous forme de bénéfices économiques. Donc, investir dans l'activité physique est un très bon investissement. Et voici le rapport. Merci. Merci Sabine. Avons-nous des questions du côté de la salle? Là-bas. Le micro arrive. Il y a une petite épreuve de 100 mètres haies pour que le micro arrive. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. J'avais une question qui concerne finalement le temps, puisque vous avez parlé d'adaptation du système, des pistes cyclables, tout ça c'est de l'adaptation de l'espace, mais le temps, les gens souvent ne font pas de sport parce qu'ils n'ont pas le temps dans leur journée. Donc est-ce qu'il y a des choses envisagées au niveau de la réduction du temps de travail dans la semaine, des choses plus politiques? Et pour les femmes, effectivement, la question du temps se pose de façon plus prégnante aussi, vu qu'on parle beaucoup de l'inégale répartition des tâches dans le foyer. J'aurais bien aimé savoir si l'inégalité que vous voyez au niveau des femmes, elle se pose aussi chez les femmes sans enfants ou chez les femmes qui ne sont pas en couple hétérosexuel ou des choses comme ça. En fait, voilà, la question du temps et des inégalités de genre, je pense, a été un petit peu peut-être pas assez creusée, ou en tout cas pas ici. Et je vous remercie pour cette intervention. Thank you. Personally, I haven't seen any. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas vu vraiment beaucoup de données qui faisaient le distinguo entre les femmes avec et sans enfants, mais c'est parce qu'on se concentre sur l'ensemble de l'Europe et il est difficile d'avoir des données comparables. Mais pour ce qui est de votre premier point, je pense que c'est pour ça qu'il faut voir l'activité physique, pas seulement en lien avec le sport, il faut aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les médecins. Il faut en fait intégrer cela dans les journées où les gens peuvent faire du sport, ou peut-être dans les activités qu'ils pratiquent déjà, si ça peut aider. Merci. Alors, vous nous avez dit que que les médecins prescrivent de l'activité, ça renforce le message. Il se trouve qu'en France, on n'est pas très bon pour prescrire l'activité physique adaptée. Et notamment, une des difficultés, c'est le A de adapter. C'est-à-dire comment on va choisir l'adaptation. Vous avez parlé pour les femmes, pour les sujets âgés, mais on peut avoir les obèses, on peut avoir les patients qui ont d'autres pathologies. Et c'est vrai qu'on est souvent dans on ne sait pas faire, et deux, si on fait, on va dire faites un peu de sport, mais on ne sait pas très bien comment l'adapter. Et donc ma question c'est, comment peut-on faire pour vraiment faire rentrer cette culture d'adaptation, des recommandations d'activité physique en fonction des différentes populations auxquelles on s'adresse? Yeah, it's a very interesting. Oui, c'est un point très intéressant. La prescription d'activité physique est une réalité dans de nombreux pays, mais dans des formes très différentes. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est quelque chose qui est pris en charge. Alors, il n'y a pas d'incitation économique, mais on peut participer à des cours de sport gratuitement. Et en Suède, bon, ils n'ont pas ça, mais ils ont des lignes directrices, un manuel très fourni que peuvent utiliser les médecins
pour que les recommandations soient adaptées à différentes recommandations, différentes maladies, pour vraiment essayer de voir ce qui pourrait fonctionner pour les patients et pour vraiment trouver quelque chose qui donc fonctionne. Et puis, ça implique, il y a également un suivi. Comment ça s'est passé pour la personne, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Donc, il est très important que ces ordonnances, ces prescriptions soient adaptées, qu'on ne dise pas simplement aux gens, allez, vous allez courir et revenez me voir plus tard. Le rôle, les marges de manœuvre, les possibilités pour les employeurs, leur rôle, leur vocation en étant dans un exercice qui ne soit ni dans la culpabilisation, ni dans l'injonction sur ces pratiques sportives. Quelles sont les marges de manœuvre les plus pertinentes qui sont identifiées? Oui, alors, en publiant ce rapport sur le rôle des employeurs sur l'ensemble de la santé, pas seulement l'activité physique, puisque je pense que c'est un point important. Il faut que ça s'inscrive dans un tableau d'ensemble. On ne va pas encourager les gens à faire plus d'activité physique si, par exemple, on a des distributeurs avec des barres chocolatées partout en entreprise. Mais les employeurs peuvent jouer un rôle très important. Et une partie du travail que nous faisons porte sur l'impact de tout cela sur la productivité des collaborateurs. C'est pour ça qu'il faut des éléments scientifiques qui peuvent convaincre les employeurs que ce n'est pas seulement quelque chose à visée sociale, que cela aide leurs employés, que cela va améliorer leurs résultats nets. Dans quelles limites peuvent-ils intervenir? C'est-à-dire dans un type d'intervention qui ne soit pas forcément ni trop descendant, ni trop culpabilisant, quelque chose qui place cette activité sportive dans un entre-deux entre l'exercice imposé et quelque chose qui serait trop suggestif. I mean, obviously, like with policymakers, there's nothing they can really do to say this is what you have to do. Alors, c'est comme les décideurs politiques qui ne peuvent pas tout faire, les employeurs ne peuvent pas tout faire, mais ils peuvent agir à la marge. Et je reviens à ce que présentait David tout à l'heure. On peut encourager les gens à prendre les escaliers, à utiliser des bureaux debout. Il y a beaucoup d'activités d'entreprises qui maintenant proposent des activités au moment du déjeuner. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour encourager les gens. Il y a également des mécanismes qui font que l'employeur va financer l'achat de matériel de sport. Donc il y a toute une panoplie de possibilités qui existent. Si je me permets un commentaire tellement anecdotique, mais quand on parle des standing desks, actuellement dans l'administration française, il faut quand même un certificat médical de la médecine du travail pour pouvoir en commander un. Il y a peut-être des choses toutes simples, justement, de lever des barrières qui permettent de simplifier ce type de choses et pour lequel on a besoin de recommandations posées qui permettent de faire évoluer les employeurs et la mentalité des employeurs par rapport à ces dispositifs. Avons-nous des regrets du côté? Oui. Oui. Dans les écoles en France aujourd'hui, les enfants restent parfois assis 6 heures par jour alors qu'ils ont 6 ans. Et puis toute leur scolarité. Est-ce qu'il y a des recommandations sur combien de temps un enfant doit rester assis ou ne doit pas rester assis? Je ne pense pas qu'on ait d'éléments qui puissent dire la durée maximale ou minimale d'assise. Et c'est ça le problème, lorsqu'on commence à mettre en œuvre des lignes directrices, il faut que ce soit fondé sur quelque chose. On voit de plus en plus de pays qui mettent en œuvre une obligation d'activité physique avec un certain nombre d'heures par jour. Donc on peut s'orienter vers quelque chose de plus contraignant, mais nous n'avons pas encore vu d'éléments scientifiques indiquant quel devrait être le degré d'activité physique. Mais après, ça peut être des cours de yoga, ce n'est pas forcément des activités classiques comme par exemple le football. Il faut que les classes, les cours, de manière générale, deviennent plus actifs. D'autres? Oui. Oui, merci. Bonjour. Je voudrais rebondir à ce qui a été dit tout à l'heure sur le sport sur ordonnance. Effectivement, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Ici, en France, j'ai l'impression qu'on est effectivement un peu en retard ou que c'est difficile à mettre en place. Moi, j'ai été confrontée à 2 problématiques, c'est-à-dire qu'effectivement, on demande à des médecins de prescrire un certain nombre de séances à des patients qui sont un peu désarmés aussi dans quoi leur proposer exactement dans le type d'activité. Effectivement, je ne dis pas que les médecins sont incompétents, attention, hein. Ils sont compétents dans leur champ
médicale. Ils sont un peu perdus donc quand le patient leur dit mais qu'est-ce que je dois faire comme type d'activité? Et en tout cas, chez nous, après, il y a la difficulté aussi sur le professionnel, c'est-à-dire qu'il y a des éducateurs sportifs qui ont certaines compétences, mais qui vont pas forcément être en relation directe avec la problématique de santé. Donc, en fonction de la problématique de santé, il va y avoir un type d'éducateur qui va pouvoir effectivement arriver à régler le problème du diabétique, enfin, qui va pouvoir avoir les compétences pour faire des activités à ce type de maladie, etc., etc. Donc, en fait, on est de plein de bonnes intentions, mais c'est très complexe, mine de rien, tout ça. C'est-à-dire qu'en fonction des problématiques de santé, pas n'importe quel type d'éducateur pourra intervenir sur tel ou tel champ d'action, maladie. Donc, entre les médecins, les éducateurs, les kinés, tous ces professionnels, on est, enfin moi quand j'en discute un peu avec tout ça, on est en même temps tous de très bonne volonté et à un moment donné, on peut pas non plus faire tout et n'importe quoi en fonction de la problématique de santé qui va se retrouver face à nous. Et c'est vrai que je pense qu'en France, on manque un peu de visibilité sur ça. Alors moi, je sais que pour avoir été en formation, il existe, on nous parle, hein, quand le sport sur ordonnance est fait par le médecin, on nous parle d'un livret d'accompagnement qui va être mis entre le médecin et celui qui va faire après l'activité physique. J'ai pas eu l'occasion d'avoir ce livret en main, malheureusement. Et enfin voilà, donc c'est vrai que c'est super dans l'idée, mais dans la mise en place, soit on est en retard. Enfin, je pense que c'est un peu compliqué encore aujourd'hui. Pourquoi, je sais pas. Merci. Ah, il y a du rebond encore, mon Dieu. Bonjour, merci pour votre présentation. Sauf si l'information m'a échappé pendant votre présentation, on communique souvent sur les bénéfices en termes d'espérance de vie, mais ne faudrait-il pas davantage communiquer sur les bénéfices en termes d'espérance de vie en bonne santé ? Anyone? I'm not sure I've fully understood the question. Je suis désolé, je suis pas certaine d'avoir totalement compris la question, dit madame. Vous avez présenté des résultats tout à l'heure sur l'impact de ces mesures. Donc, on peut gagner 8 mois d'espérance de vie selon les mesures appliquées, mais l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire, je crois qu'en France, on n'est pas très très bon en termes de... On peut de 65 ans à 75 ans être en vie, mais en mauvaise santé. Donc, aussi pouvoir évaluer l'impact de ces mesures sur le gain en bonne santé, sur voilà, des âges avancés. I mean, I don't have any examples. Alors, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais tout ce qui peut augmenter l'activité physique présente des avantages, même si ce n'est pas forcément en termes de prévention de la maladie. On voit l'impact sur le sommeil, par exemple. Voilà, je n'ai pas d'exemple de politique spécifique qui se concentre simplement sur le fait que les gens puissent être en bonne santé. On va générer des frustrations, parce qu'il y a des questions en ligne notamment qui pourront peut-être, on invite potentiellement les personnes qui auraient des questionnements spécifiques sur ces sujets à s'intéresser à la séquence de l'après-midi. Vous avez une séquence cet après-midi sur la promotion de l'activité physique dans laquelle un certain nombre de vos questions, que ce soit les questions en ligne, on voit bien apparaître les maisons sport santé, on voit bien apparaître les problématiques de prescription sur lesquelles on a des éléments qui sont fournis sur le fait que la prescription est un levier parce que l'effecteur est un levier, mais sur les aspects peut-être plus pratiques de mise en œuvre et d'organisation des filières qui seront peut-être mieux adressées dans la session de cet après-midi auquel on peut vous renvoyer. Et il y a d'autres questionnements dont, a priori, on pense qu'ils devraient peut-être être traités justement de manière un peu collective. On va faire venir nos 3 intervenants sur scène. Sabine, you can come here. Il y a différents sujets qui, je pense, vous intéressent collectivement et mériteraient donc ce regard partagé, notamment la problématique de l'équilibre entre réponse structurelle et incitation individuelle. Dans quelle mesure ces interventions au niveau comportemental, dans le sens le plus resserré du terme, à savoir faire changer les comportements individuels versus des choses qui sont de l'ordre
plus du structurel. Je pense notamment à ce qui est évoqué sur l'impact de l'industrie alimentaire, par exemple, toutes ces choses-là. Donc, comment vous percevez, comment vous identifiez cette problématique et cet équilibre, cette répartition des interventions qui devraient être mises en place entre incitation individuelle et offre structurelle? David, you can start. Ah. David, vous pouvez commencer. Alors, je vais pas trancher cette question, mais il y avait un article intéressant dans le JAMA il y a quelques semaines où ils ont testé des interventions comportementales face au sujet qui était face à des distributeurs de snacks et de boissons avec des feux de couleur, avec des messages disant si vous consommez ça, voilà l'activité physique que vous devrez faire pour brûler les calories que vous avez mangées. Pas d'effet sur les snacks, un petit effet sur les boissons qui poussait donc les gens à choisir les boissons les moins négatives. Et la conclusion des auteurs était les décideurs politiques, les industriels devraient en fait promouvoir ce genre de messages qui en fait font porter la responsabilité sur l'individu. Et c'est vrai que spontanément, je me suis dit, mais en fait, en tant que structurel, offre structurelle, on devrait dire, mais on interdit dans les distributeurs ces boissons ou ces snacks dont on a constaté qu'ils ne correspondaient pas aux normes de santé publique. Et donc, c'est forcément une combinaison entre une réponse structurelle et une réponse individuelle. Et c'est vrai que la difficulté de ces approches d'économie comportementale, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre l'effort qu'on va demander à l'individu et qu'on va essayer d'induire chez l'individu et l'effort qu'on attend de la société, des décideurs politiques, des industriels dans les choix qu'ils feront pour notamment les produits qu'ils peuvent commercialiser. Moi, je pense qu'on se concentre beaucoup trop sur les actions au niveau individuel. C'est le cas dans nos médias, dans les pays anglo-saxons. Souvent, le discours, ce qu'on entend, c'est si vous n'allez pas bien, c'est de votre fait. Il faut pratiquer une activité physique, etc. C'est une question de volonté. Dans les pays anglo-saxons, l'idée, c'est qu'il faut faire des efforts pour vivre bien. Et il y a des années, à Downing Street, dans le bureau du Premier ministre, on avait un programme, une émission de télé, donc Spartacus. Et donc, pendant l'émission, il disait, donc le présentateur allait dans le supermarché, disait aux gens, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre chariot, tant que vous mettez des produits sains. Et donc, à la fin, il va voir les gens, il dit, non, mais il n'y a que la moitié. Et donc, ensuite, deuxième passage, il leur met un bâillon sur les yeux, et leur dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et en 2 mots, il a dit, c'est ça le monde qu'on a construit, les gens sont complètement aveuglés. C'est-à-dire que même quand on essaye de bien faire les choses, on n'y arrive pas. Donc je pense qu'il faut renforcer tout ça. Il faut que ce soit le plus simple possible. Alors bien entendu, il faut travailler sur les facteurs individuels, l'effort personnel, mais il n'y a pas que ça. Je pense que l'aspect causal, l'étiologie, ce n'est pas la bonne approche en fait. On se concentre trop, c'est trop sur les épaules des personnes. Oui, je veux revenir à ce que vous disiez. C'est vraiment un ensemble, un mélange des deux. Parce que bien entendu, il y a beaucoup de politiques qui vont impacter les produits et les personnes différemment. Mais ce que l'on voit également, et j'adore l'exemple du Royaume-Uni, de la taxe sur le sucre, c'est qu'elle a été mise en œuvre, on s'est dit, ça va augmenter les impôts, etc. Et ça va avoir un impact, mais en fait, ça a encouragé les marques à reformuler. Pareil pour les produits de barres chocolatées. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire leur propre barre céréales à la maison. Donc je pense que nombre de ces réglementations envoient un message très fort. Cela dit, ce n'est pas un produit qui est bon pour la santé, donc ça peut avoir d'autres effets. Je vais reformuler une question qui est arrivée à distance sur la temporalité. Comment vous prenez en compte dans les incitatifs au changement de comportement la temporalité entre évidemment une modification de comportement et un outcome de santé qui forcément a une échéance qui est plus ou moins lointaine, et quels sont les leviers qu'on peut utiliser là-dessus?
Je vais essayer de répondre. Mais ça, c'est exactement la même question que celle qu'on a dans tout essai clinique avec un médicament. Hein, si je veux tester un antidiabétique, est-ce que je vais simplement contrôler la glycémie ou est-ce que je vais contrôler la mortalité cardiovasculaire? Le problème est le même. Donc, et la réponse est la même que pour ces essais cliniques. C'est-à-dire qu'on va mesurer des comportements, et ça se mesure assez rapidement, ce qui vient d'être dit sur le tabagisme. Et après, sur les bénéfices à long terme, eh ben, peut-être qu'on peut faire des parallèles en montrant. Et puis après, l'autre façon de répondre, hein, c'est aussi de mettre en place des grandes cohortes qui permettent éventuellement de faire des suivis longitudinaux. Mais c'est vrai que c'est une problématique, c'est-à-dire que les interventions sont longues à mettre en place, l'évaluation est longue à mettre en place, et ensuite les bénéfices en termes de santé sont effectivement des bénéfices qui souvent surviennent à long terme. Hein. C'est si je fais une demi-heure d'activité physique la semaine prochaine, j'ose espérer que c'est pas la semaine d'après qu'on verra si je meurs ou je ne meurs pas. Peut-être pour compléter la question, l'élément c'est comment est-ce qu'on peut inciter des personnes à modifier un comportement dont ils ne verront l'effet que à longue échéance en fait dans leur vie. Je crois que c'était un petit peu dans cet esprit-là aussi. Merci. Je pense que nombre des effets sur la santé sont beaucoup plus rapides que l'on pense, par exemple sur les maladies cardiovasculaires et le diabète. Je pense qu'on est trop pessimiste par rapport à l'étendue des effets. Mais après, en termes de comportement, c'est très difficile puisqu'on essaie de faire changer les gens de comportement. Vous savez, c'est un petit peu comme la métaphore de l'échafaudage, pardon. Il y a des études, généralement il faut des mois pour construire cet échafaudage de bonnes habitudes, de gestes. Mais il y a autre chose qu'on oublie souvent. Les incitations douces, les nudges les plus importantes dans nos vies, en fait, ce sont les autres personnes. Donc, il est difficile de changer de régime pour une personne dans un foyer si on ne change pas le régime de toutes les personnes de ce foyer. On prend très très peu également l'aspect de l'équilibre. Si par exemple, il y a plus de personnes qui commencent à demander des portions plus petites, eh bien ça va changer le marché. On va commencer à servir des portions moindres. Et en fait, sans y réfléchir, on va obtenir l'effet. Je vais vous donner un exemple, par exemple, dans un autre domaine, une étude sur la consommation d'énergie. Lorsqu'on encourage les gens, si on dit aux gens quel est votre niveau d'utilisation de consommation d'énergie par rapport aux autres, donc on sait qu'on fait ça tous les trimestres. Si on arrête de faire ça, eh bien on voit que la moitié de l'effet de la réduction de consommation d'énergie va disparaître. Et parce qu'on pense, c'est parce que, en fait, on va aller râler sur ses enfants et dire « éteins la lumière », etc. Mais l'autre chose que les gens vont faire, c'est que par exemple, ils vont isoler leur logement, ils vont mettre un double vitrage, et une fois que c'est fait, on n'a plus besoin d'y réfléchir. Donc en fait, quand le comportement est structurel, il va rester. Ou bien, là, on parle de l'exercice physique. Si par exemple, si on dit à quelqu'un d'aller à une salle de sport, par exemple, à un autre endroit, ça va être compliqué. Par contre, si on l'intègre dans le quotidien des gens, ça va être plus simple. Donc en fait, il faut mettre en place des choix structurels dans la vie des gens. Et surtout, il faut être beaucoup plus conscient de cet aspect équilibre. Et surtout, le fait que si on fait changer, si on demande à un groupe de changer d'avis, d'habitude, l'effet sera beaucoup plus important. Un autre type de questionnement qui renvoie à la question de l'équilibre entre le structurel et l'individuel, quelque chose sur lequel je pense vous serez tous d'accord, mais la vraie question c'est comment mobiliser ces approches pour nourrir ça, c'est l'aspect éducatif. Comment mettre tout ça au service d'approches plus éducatives, encapacitantes, des choses qui permettent justement de changer les cadres mentaux et de se projeter dans des choses à plus long terme, au-delà de l'incitation individuelle et sans être forcément dans la réponse systémique, quelque chose qui joue vraiment donc sur la capacité des gens à s'inscrire dans une logique de changement sur des bases éducatives. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Alors, la place de l'éducation là-dedans, en version simple, c'est-à-dire on oppose, sans que pour moi forcément ce soit opposé, l'incitation individuelle versus on va dire la réponse structurelle et systémique. Il y a un champ qui pour moi est intermédiaire, qui correspond à ces deux aspects, qui est le champ éducatif.
je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur le fait que cette entrée-là, elle fait sens, évidemment, qu'il faut façonner les esprits en prenant en compte la psychologie humaine, les déterminants des comportements, mais concrètement, comment ces choses-là peuvent être mises à profit au niveau de l'éducation la plus générale possible, évidemment celle des jeunes générations, mais aussi celle des plus grandes. Alors, je vais commencer dans deux sens. La première, je pense que la première réponse, et ça rejoint la question d'Laetitia, c'est-à-dire qu'on n'incite pas les gens à faire quelque chose dont ils sont convaincus que c'est mauvais. Donc, bien évidemment, l'objectif d'éducation, il est essentiel. Et ça répond en partie à la question d'Laetitia, c'est de dire comment on va les inciter à faire les choses. La première façon, c'est d'éduquer pour dire qu'effectivement, voilà les bénéfices qu'on peut attendre de telle intervention. De la même façon, ce que je vous dis pour la santé, on ne va pas inciter les personnes s'il n'y a pas d'offre de soins en face. Et donc, bien évidemment, il faut faire cette éducation pour convaincre, pour expliquer pourquoi c'est bon. Mais il y a l'autre côté, on peut aussi utiliser les incitations économiques pour l'éducation, et ça a été fait. Et moi, je crois beaucoup à la gratification collective, et ça a été fait dans des écoles. Alors, il y a des questions, on ne fait pas de politique, mais sur les groupes de niveau, par exemple, et ce qui était dit, mais en fait, si on arrive à mettre par cette éducation un engagement collectif, hein, c'est-à-dire, voilà, si la classe globalement atteint un certain niveau, en moyenne, on partit en voyage de classe, par exemple, et donc ces approches, elles peuvent être utilisées dans le monde de l'éducation. Donc j'ai bien compris que ce n'était pas la question c'est comment on fait rentrer l'éducation, mais c'était pour répondre que ça marche dans les deux sens. Il faut éduquer pour que les approches d'économie comportementale puissent fonctionner, et l'éducation peut aider au fonctionnement. And if I may add one more. Oui, si je peux rajouter quelque chose. Quand on éduque les gens, quand on fait de la pédagogie, il faut penser aux éclairages, aux enseignements comportementaux. Il ne faut pas simplement dire il faut bouger plus, il faut comprendre pourquoi les gens ne le font pas, quels sont les obstacles. Donc il faut adapter notre message. Et en termes d'activité physique, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Pourquoi est-ce que les gens ne font pas d'exercice? Et je pense qu'il faut adapter les messages. Oui. D'ailleurs, là, je ressens une pression sociale. Là, je me dis qu'il faut que je me lève. Là, je vous vois tous les deux assis. Alors, l'un des deux domaines très intéressants dans la science comportementale, comme vous le savez, c'est le contraste entre ce qu'on appelle les nudges, les incitations douces, les coups de pouce, et les boosts, les coups de pied, ou les coups de fouet plutôt. Ce qui vous permet de mieux comprendre, par exemple pour la Covid. Donc, on a eu des interventions pédagogiques, ce qui permet de comprendre quelles sont les variables de transmission, ce qui permet d'ajuster le comportement à long terme. Cela dit, il faut s'éduquer en termes d'étiologie. Donc, dire à un enfant de 15 ans, dans la plupart des pays, que c'est une bonne chose, c'est une très mauvaise stratégie. Ça, on le sait. Si on leur dit on va sortir, on va aller sur le terrain, on va se couvrir de boue, etc., ça, c'est bien. Mais surtout, il faut essayer d'approfondir les choses. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les ressorts des comportements. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de mettre en place de l'exercice physique? Ou même tout à l'heure, vous parliez des médecins. On a une très belle intervention au Royaume-Uni où il y en a des médecins qui sont des gens érudits et qui ont peur de soulever la question avec un patient en surcharge pondérale parce qu'ils ont peur de l'offusquer. Donc, quelle est la bonne approche? Quelle est la bonne manière de dire à quelqu'un que l'on souhaiterait qu'il ou elle fasse de l'exercice? Et il y a une personne sur 200. Il y a seulement une personne sur 200, en fait, qui s'est offusquée. C'est parce que les médecins utilisaient la bonne formulation. Et on dit que nombre de ces ressorts comportementaux se trouvent dans l'environnement. Alors effectivement, on peut dire aux gens manger plus de légumes, etc. Mais il y a quelque chose qui est tout aussi important, et parfois plus important. Dans de nombreux pays, il y a beaucoup de supermarchés, d'hypermarchés. Est-ce que vous savez en fait quel est le supermarché le plus sain? Le supermarché qui va vous présenter la plus grande variété de choix sains. Ça, c'est certainement la chose la plus importante à faire. Parce qu'une fois qu'on est au supermarché, on a entendu parler du cronut, donc il y aura des cronuts et bien d'autres pâtisseries, et c'est perdu. Mais si on choisit le supermarché dans lequel on va se rendre, eh bien, ça va changer le marché également. Donc je pense que c'est une très bonne question, mais je pense que pour répondre de manière plus approfondie par rapport aux facteurs, eh bien, je pense qu'il faut mobiliser la population pour que les choses soient plus simples. Refaisons un petit tour de salle.
au cas où ces réponses auraient généré des interventions en rebond. Bonjour, merci pour la prise de question. J'ai une question justement sur le structurel, mais qui est en lien avec le sport sous ordonnance. Aujourd'hui, le sport sous ordonnance est incitatif, mais financièrement n'est pas forcément remboursé. Il y a tout un système, si on veut que ça soit remboursé, il peut y avoir une prise en charge par les maisons de santé, mais sinon il faut avoir accès à des mutuelles qui ont un certain montant, il faut monter des dossiers, il faut que les ordonnances soient dans un format particulier pour avoir accès. Et du coup, structurellement, par rapport à toutes les présentations qu'on a eues là, qui montrent bien qu'il y a un lien entre précarité et manque d'activité sportive, pour diverses raisons, hein, et qui sont souvent financières. Quand c'est les femmes, en plus, c'est une question de manque de temps. Donc on voit après l'augmentation de prévalence sur les maladies, quelles qu'elles soient, mais sur le surpoids, obésité, tout ce que ça entraîne en tant que comorbidité. Ma question est, et si on prenait... pas en général, hein, parce que j'imagine le coût que ça peut avoir, mais si on prend sur les ALD, donc les affections de longue durée, est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui au niveau des ministères, de l'OCDE ou de calcul en général en Europe sur le coût de ce remboursement en termes de coût-bénéfice et en termes budgétaires? Comment on pourrait programmer ça? Est-ce qu'il y a déjà des réflexions sur une programmation budgétaire pour l'inclure dans le remboursement de la sécurité sociale? Alors, peut-être sur cette question... Excusez-moi, juste pour finir, le fait aussi de dire que tout le monde n'a pas accès à une mutuelle, il y a aussi ce fait-là, c'est qu'il y a une partie de la population qui n'a pas accès. Et donc, si c'est que les mutuelles, c'est encore les personnes... On a bien compris le point que vous soulevez. Merci. On a bien compris l'enjeu financier, en fait, hein, qui est tout simplement associé, quelle que soit la modalité de prise en charge ou de remboursement. Et la question que j'allais poser, parce qu'il nous reste juste une petite minute pour répondre, peut-être, Sabine, vous avez des éléments de réponse sur des évaluations coût-efficacité des interventions de type sport sur ordonnance. Et sinon, je ferai la même réponse que tout à l'heure, c'est que je vous renvoie à la session de cet après-midi sur la promotion de l'activité physique qui abordera peut-être plus dans le cadre du système français, ce qui peut être plus compliqué dans le cadre de cette plénière-là. On a une évaluation coût-bénéfice, notamment aux Pays-Bas, je l'ai mentionné. C'est efficace. Bien sûr, l'efficacité dépend des limites que l'on fixe et de l'impact que l'on regarde, notamment en termes des épargnes et des dépenses en santé aussi. Et puis, quand on regarde ensuite sur l'impact sur l'économie en général, on voit que c'est encore plus efficace. Et on se penche de plus en plus sur la question, surtout en matière d'activité physique. L'impact va bien au-delà du fait de prévention des maladies, en fait. Donc, au total, on s'est rendu compte que, effectivement, c'est très efficace, c'est très bénéfique par rapport au coût investi. Dose de sciences comportementales, de compréhension des comportements humains, d'action publique, fondée sur la preuve, fondée sur la méthode scientifique. Vous pouvez revenir demain, je replace cette possibilité. Je parlerai, moi, notamment à cette occasion, des travaux qu'on a fait avec la Haute Autorité de Santé sur la prévention des violences conjugales, sur la détection des violences conjugales, mais il y aura beaucoup d'autres thématiques qui seront abordées. En tout cas, merci beaucoup à nos intervenants. Je laisse Laetitia conclure pour Santé publique France. Donc, un immense merci pour votre participation très active, un immense merci à nos orateurs, un immense merci à mon co-modérateur. Et on voit l'intérêt qu'il y a sur ces questions, et on a vu en particulier l'intérêt sur les questions d'activité physique. Rendez-vous cet après-midi pour ceux qui le souhaitent sur la session qui concerne la promotion de l'activité physique, et rendez-vous demain sur la session de la théorie à la pratique, les sciences comportementales au service de la santé publique, où on pourra continuer à débattre sur les modalités qui permettent de modifier les comportements. Un grand merci à tous et vraiment un sincère merci à nos orateurs.